Bonjour à tous et bienvenue dans Café des Hommes. Aujourd'hui, nous sommes avec Bhaskar de la chaîne Hypnomachie. Alors Bhaskar, tu as une chaîne YouTube où tu essaies de faire principalement une sorte de cours de self-défense intellectuelle pour lutter contre l'espèce d'effet d'hypnose que les partis politiques ou les différents groupes militants peuvent essayer de faire auprès du grand public. Tu as aussi une page Facebook et un site internet. Nous allons parler avec toi et avec Radu Stoenescu qui est avec nous aujourd'hui de biais cognitifs. On va parler un petit peu aussi de toute la guéguerre politique pour rattraper la question du féminisme, du rapport homme-femme et le transformer en base électorale. Bhaskar, bienvenue. Est-ce que tu veux te présenter rapidement pour nos auditeurs ? Eh ben, je m'appelle Bhaskar, j'ai 38 ans, j'habite à Paris, et donc effectivement, il y a quelques années maintenant, on a lancé avec quelques amis la chaîne Hypnomachie. Ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à tout ce qui est manipulation mentale en général. J'ai beaucoup travaillé sur la question des sectes et de l'endoctrinement et de la manipulation mentale justement dans ce genre de milieu qui est souvent assez, qui peut être extrêmement violente, détruire des vies, etc. J'ai accompagné plein de gens comme ça qui sortaient de groupes sectaires pour essayer de se reconstruire psychologiquement, et j'ai toujours été passionné comme ça par qu'est-ce qui fait que des êtres humains arrivent à croire à quelque chose, quitte à s'auto-détruire, mais en restant dans leurs croyances, et donc par les biais cognitifs en général, et la self-défense intellectuelle en particulier. Donc sur ma chaîne, j'essaie de proposer aux gens du contenu pour qu'ils soient plus résilients et plus promptes à repérer qu'on est en train de rentrer dans leur cerveau à leur insu. Donc ça concerne effectivement les partis politiques, mais les idéologies en général, les commerciaux qui veulent vous vendre des encyclopédies, voilà, la petite amie qui fait du chantage affectif, la grand-mère qui demande pourquoi on vient pas la voir. Enfin voilà, c'est histoire de protéger son cerveau en général des sollicitations extérieures non voulues. Voilà. Bah, merci beaucoup. Radu, toi, je sais que tu as fait un live il n'y a pas longtemps, que tu as fait un peu aussi de psychologie. Quelque chose à rajouter? Oui, donc bonjour à tous nos auditeurs. Oui, mon actu, elle a été très riche parce qu'en effet, j'ai commencé à faire beaucoup plus de contenu et m'orienter beaucoup plus vers des contenus un petit peu psychologiques, psychologisants. Et effectivement des discussions qui portent sur les thèmes d'ailleurs dont tu as traité professionnellement Bhaskar, c'est-à-dire effectivement de la reconstruction, là pour le coup, la reconstruction après avoir vécu une relation traumatisante avec une femme folle. Ça a été l'ensemble de mon travail récent, et une direction dans laquelle je vais aller. Puis j'ai commencé à faire une série maintenant sur on va dire les défauts, mais en tout cas ce que j'ai pu identifier comme problématique dans les vidéos de l'Observateur, qui est quand même un influenceur de taille dans la sphère masculine. Ça, c'est à la demande de certains de mes abonnés. Voilà, donc voilà pour mon actualité. Je vais continuer à faire ce travail sur l'Observateur, je pense, dans les prochaines vidéos. Très bien. On a pas mal de sujets qu'on aimerait aborder. Alors on a donc les biais cognitifs en général. Ça, il y a plein de choses à dire. Peut-être pour commencer de manière un tout petit peu plus légère, parler de cette espèce d'hystérisation de la question du rapport homme-femme, qui il y a encore pas très longtemps était un sujet de discussion comme un autre et qui aujourd'hui semble être de plus en plus en proie à des récupérations politiques, à des tentatives d'endoctrinement ou des essais de détourner la question du rapport homme-femme vers en fait autre chose complètement. Je sais lequel de vous deux a envie de commencer sur ce sujet-là. Honneur aux invités. Ok. Moi, c'est un sujet que j'ai abordé récemment dans une vidéo qui traitait justement du féminisme sur ma chaîne, hein, qui est a priori pas un thème aussi récurrent, on va dire, sur ma chaîne que sur la tienne, Moss, même si fatalement, comme je traite de toutes les idéologies, il fallait bien qu'elle y passe, que le féminisme y passe tôt ou tard.
Dans mes recherches et mon travail sur essayer de comprendre les procédés et les processus d'ingénierie sociale, c'est-à-dire l'ingénierie sociale, c'est comment des gens dans des bureaux sont en train de décider qu'est-ce que nous on va penser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est-à-dire que en fait, il y a énormément, la plupart d'entre nous qui sommes simplement allés à l'école, et j'inclus l'université dans l'école, ne réalisons pas forcément qu'une large partie de ce que nous pensons ou de ce que nous croyons penser est en fait quelque chose qui a été pensé par d'autres cerveaux, par d'autres êtres humains, et qui ont été pensés pour être pensés par nous. C'est-à-dire de se dire, voilà, c'est à un moment donné, les gens ils se disent, sur quoi est-ce qu'on veut que la société, elle se concentre dans les années à venir. C'est-à-dire que les gens savent qu'il y a un certain nombre d'énergie psychique disponible et que si jamais on donne pas, c'est comme en psychothérapie. En psychothérapie, on dit un individu, si on lui enlève une croyance et qu'on met rien à la place, c'est le subconscient qui va décider tout seul et il va faire une espèce de truc semi-aléatoire, plus ou moins random comme ça, et il va balancer comme ça du contenu. Donc on essaie toujours de faire attention quand on déconstruit une croyance, de mettre une autre croyance à la place. Et ben dans la société, c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que si jamais on ne pense pas et qu'on ne prévoit pas qu'est-ce qu'on va donner en pâture en fait au cerveau limbique, au cerveau émotionnel des gens, et ben dans ces cas-là, après, les dirigeants risquent de perdre le contrôle de la société. Donc il y a des gens qui s'appellent des spin doctors dans des bureaux comme ça qui vous préparent du prêt-à-penser. Et en ce moment, justement, le féminisme a été largement subventionné, encouragé, comme étant le prêt-à-penser de notre époque. Ah, il y en a d'autres des prêts-à-penser de l'époque, à ta connaissance? Oui, j'ai fait 2 vidéos sur l'écologie et le réchauffement climatique, par exemple, qui sont l'archétype d'un autre prêt-à-penser dans un tout autre domaine. Il y en a d'autres, j'ai fait pas mal de travail sur la démocratie, qui est aussi un prêt-à-penser il y a déjà 20 ans. Enfin, ça fait 20 ans que j'essaie d'informer des gens sur le fait que la démocratie est une arnaque mathématique et ontologiquement impossible. C'est-à-dire que c'est pas une forme d'opinion, mais c'est que mathématiquement elle est incohérente. Donc, et que donc, d'un certain point de vue, dire on n'a pas une vraie démocratie ne veut rien dire. C'est comme de dire qu'on n'a pas une vraie licorne. C'est marrant parce que tu corrobores en fait mon point de départ pour pas mal de vidéos que j'ai faites, c'était notamment celle sur la banalité de base sur l'homme alpha et l'homme en souffrance, où je disais exactement ça sur le fait qu'il fallait absolument se trouver trouver un remplacement à la fascination pour la femme, pour recadrer, pour réutiliser l'idée que tu as avancée effectivement avec les contenus psychiques qui se cherchent une expression. Là, pour le coup, les contenus fanatiques éventuellement dont tu as parlé, c'est-à-dire mais dans l'amour, on va dire dans l'amour fou, c'est aussi un fanatisme qui doit se trouver à notre exutoire, parce que pour être véritablement guéri, on ne détruit bien que ce que l'on remplace. Non, tu connais sûrement. Donc on ne détruit bien que ce qu'on remplace. Et je pense que psychiquement, c'est une grande vérité aussi. On ne peut pas détruire une croyance et un attachement affectif très très fort sans le remplacer par un autre, ou au moins partiellement, en tout cas diffuser cette énergie libidinale ou cette énergie psychique de notre manière en fait. C'est une forme de sublimation, et ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui, je disais ça dans une vidéo, mais il faut bien comprendre que justement que le cerveau n'est pas fini avant un certain âge, et que du coup quand on arrive, ça veut rien dire, hein, le cerveau se finit jamais, mais enfin c'est une façon de parler un peu simpliste, mais en tout cas un jeune homme de 20 ou 22 ans qui arrive et qui découvre les femmes, qui tombe amoureux, il est complètement dépendant de ses hormones, il lui arrive des bouleversements, il comprend rien, etc. Il y a la sève qui monte, il est heureux comme tout, et c'est beau, hein, c'est une étape de la vie qui est formidablement belle. Et voilà, mais il y a un endroit où il tombe justement dans un biais cognitif que j'ai mis en évidence, que j'ai appelé le biais cognitif de présentéisme. Le biais cognitif de présentéisme, ça consiste à se rendre compte que le cerveau, quand il voit quelque chose, le cerveau a une plus grande capacité à se représenter ce qui est là que ce qui n'est pas là. En clair, là, dans l'exemple que je viens de donner, c'est un jeune homme de 22 ans qui tombe amoureux d'une femme, il va ressentir plein de choses et il va penser que c'est la présence de la femme qui suscite ça. Il va faire une association, faire un ancrage comme ça, il va se dire, et donc il va essayer de courir après des femmes pour ressentir ça, alors qu'il ne se rend pas compte que c'est le vide qu'il accepte de créer en lui qui va rendre cette relation possible. C'est pour ça qu'il y a des MGTOW après qui essaient de dire non, moi je suis pas vide, parce qu'ils veulent empêcher ça, mais en fait c'est les deux facettes de la même dépendance.
dans les deux cas, il n'y a pas de liberté intérieure. La liberté intérieure, c'est la liberté d'être libre avec son vide et avec son plein, et donc du coup d'être conscient qu'on est le co-créateur des émotions qu'on ressent comme ça avec une femme, et qu'en fait, que quand on aime une femme, c'est comme quand on aime un dieu, il y a un endroit où on crée nous-mêmes un dieu pour nous mettre en dessous de lui, parce que c'est ça qui est beau et que ça nous fait du bien. Oui, ça, ouais, rien à dire là-dessus, mais... Jolie explication. Toi, je sais que sur enfin, on en avait discuté un tout petit peu en privé, sur tes vidéos sur le féminisme, tu t'es fait attaquer, Bhaskar, par des méchants masculinistes. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est un truc qui t'est arrivé que sur le sujet du féminisme, ou est-ce que ça t'arrive sur tout? Non, ça m'arrive beaucoup, parce que le principe même de ma chaîne, c'est de bousculer des croyances. Donc par définition, bousculer des croyances, c'est quelque chose qui est inconfortable. Le cerveau limbique, il aime pas ça. Enfin, je veux dire, pourquoi? Parce que ça lui demande du glucose, ça lui demande de recréer des nouveaux trajets neuronaux, d'élargir sa carte du monde. C'est exactement comme quand on révise pour un examen, à la fin on est crevé. Donc du coup, des gens qui se baladent sur YouTube et qui s'attendent à trouver une vidéo qui va les caresser dans le sens du poil, qui arrivent sur un truc, bam, qui tape exprès dans les tâches aveugles, exactement comme tu le fais d'ailleurs très bien dans toutes les autres vidéos, hein, parce que moi je te connaissais avant qu'on fasse ça, hein, c'est pour ça que je suis ravi de pouvoir faire cette vidéo avec toi, j'apprécie beaucoup ton travail, et non, je dis pas ça à tout le monde, c'est pas de la lèche, non mais je précise, parce qu'il y a toujours le truc de ah, j'adore ce que vous faites, etc. Non, pas du tout, vraiment, voilà, ça fait un petit moment que je te suis, et ce que j'aime bien, ces démarches comme ça de démystification, mais fatalement il y a des gens qui ne sont pas préparés à ça et qui rentrent comme ça dans une espèce de processus défensif, et bon, c'est assez classique, mais c'est vrai que là, je m'attendais à la limite, peut-être après la vidéo du féministe, à quelques féministes un petit peu survoltés comme ça, et ben pas du tout. J'en ai pas eu une seule. Je n'ai eu que justement, les féministes ont parfaitement compris toutes les nuances que j'ai mis dans ma vidéo, etc. Ou alors peut-être elles sont pas tombées dessus. C'est très possible, parce que d'après ce que me dit YouTube, mon public est quand même essentiellement masculin, même si je suis pas spécialement étiqueté mascu ou quoi, et que je tiens pas à l'être du tout. Voilà. Mais du coup, j'ai eu des masculinistes qui sont venus et qui m'ont dit « Ah, mais t'es même pas un mascu, t'es vraiment une branque, etc. » et qui ont déversé leur violence à l'état brut, avec une faiblesse argumentative absolument incroyable. Je sais pas si je rentre dans les détails ou pas de l'argumentation, mais ça peut peut-être être intéressant. Vas-y. En fait, c'est même très intéressant. J'ai essayé d'expliquer une faiblesse de la narration masculiniste standard. Je dis pas que tous les masculinistes ont cette faiblesse-là, mais que c'est quand même une faiblesse argumentative que j'ai vue dans beaucoup de narrations masculinistes, qui consiste à ontologiser les rapports hommes-femmes et à dire, voilà, la femme, par nature, elle ceci, cela, l'homme, par nature, il ceci, cela. Or, en biologie, par nature, ça ne veut rien dire. Puisque la biologie, c'est un système qui s'auto-adapte en permanence au réel, qui prend du feedback en permanence du réel par la génétique, l'épigénétique, la sélection darwinienne, etc. Sur une échelle de temps plus ou moins longue, mais enfin, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un point d'équilibre du système, un point d'équilibre de Nash du système, qui fait qu'à un moment donné, là, aujourd'hui, depuis des centaines d'années, aujourd'hui, les hommes, par exemple, sont plus balèzes physiquement que les femmes en moyenne. Ok, mais si demain les circonstances sociales extérieures changent, on pourrait tout à fait imaginer un monde où les hommes feraient tous 1m60, les femmes feraient toutes 2 mètres, parce que toutes les femmes grandes auraient été sélectionnées, tous les hommes petits auraient été sélectionnés. Et que du coup, il y a rien de naturel là-dedans. Mais ça, ils n'arrivaient pas à le comprendre parce que ça remettait trop en cause des espèces de stéréotypes sur lesquels ils fondaient toutes leurs pensées, en fait. Ouais, là, je vais quand même défendre un petit peu les masculins, parce que là, non, parce que finalement, non, mais l'argument de la nature, bien sûr que ça peut être souvent un sophisme, parce que bon, on peut faire dire à la nature beaucoup de choses. Toutefois, il y a quand même une sorte de résistance en fait, ce qui se passe dans cette défense de la nature, c'est surtout un contre-argument contre tout est construit, en fait. C'est aussi contre la folie de tout est construit, tout est une construction sociale, donc tout peut être détruit et reconstruit à volonté. Et je crois que, enfin, le fait de s'adosser à la nature, notamment par l'invocation de l'évopsie et tout ça, c'est une manière, en tout cas, de tempérer la folie déconstructionniste. Il y a quand même de ça dans la sphère masculiniste. Alors ça peut aller trop loin dans un excès aussi, du dire voilà, toute des putes, ou je sais pas, où l'homme est comme
si la femme est comme ça, hypergame, etc., et que tout le jeu est biaisé parce que naturellement la femme ira toujours vers le mâle alpha, etc., et qu'on ne peut rien y faire, elles ont pas de morale, des thématiques contre lesquelles je m'insurge aussi, parce que c'est tout simplement, c'est oublier que quand même la couche consciente, même si le cerveau est structuré comme un iceberg et qu'il y a une partie immergée beaucoup plus grande que celle émergée, mais l'invocation de la nature, elle est, je pense, là dans la lutte contre le déconstructionnisme féministe en partie. Et c'est pour ça que on s'accroche au thème de c'est la nature, l'homme est comme ça, la femme est comme ça. Moi, ma position serait plutôt de dire que oui, la nature elle incline, mais elle ne nécessite pas. On peut quand même même Freud le disait, l'anatomie est un destin. Donc tu la connais celle-là, forcément. Donc il y a quand même Alors c'est quand même intéressant. Enfin, je vais rebondir aussi dessus parce que juste avant on enregistre cette émission, j'ai envoyé hier ou avant-hier à Radou un script sur une vidéo sur la question de la nature, justement. Parce que un de mes auditeurs m'a demandé si je pouvais faire une fiche de lecture sur le travail de Otto Weininger. Et Otto Weininger parle abondamment de la nature de la femme, et ça fait partie des trucs qui me chagrinent un peu. Donc je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je clarifie un petit peu cette histoire de nature, culture, etc. Parce que c'est un peu derrière tous les grands débats qu'on a avec les féministes, finalement. Chaque fois qu'une féministe dit tout est culturel, les masculins, quasiment par réflexe, vont dire tout est naturel. Et en fait, la réalité est quelque part entre les deux. Il y a des trucs qui sont naturels, il y a des trucs qui sont culturels. Et puis bon, en fait, ça justifie pas grand-chose, quoi. C'est juste nature et culture, c'est presque... en l'occurrence, la culture peut te donner une indication de ce que tu peux essayer de faire pour compenser certaines dérives. Donc au niveau de la société, si tu décides que on va corriger certains biais culturels, cognitifs ou je sais pas quoi, tu peux essayer d'orienter un peu l'éducation pour corriger certaines choses. Mais la culture peut pas tout corriger en fait, et on peut pas tout remplacer avec un grand coup d'éducation non plus. Et c'est là où je rejoins un peu Radou, c'est que je pense que essayer de dire tout est éducation, c'est aussi faux que de dire tout est nature et on peut rien faire. Et ça c'est un truc que je regrette un peu, c'est que je trouve que beaucoup de gens sur ce genre de débat partent soit dans un extrême soit dans l'autre. Et je pense que là on va arriver plus ou moins rapidement à la question des biais cognitifs, parce que finalement c'est parce qu'on commence à développer des biais cognitifs dès qu'on a une sorte d'intuition sur une direction qu'on finit par aller vraiment aux extrêmes très vite sur un côté ou sur l'autre. Deux choses. J'avais fait moi une vidéo sur ce thème. Bon là je vais pas redire le contenu là dans ce podcast. C'est pas le propos, qui s'appelle Vers une épistémologie non dualiste. Voilà, vous trouvez sur ma chaîne si ça vous intéresse. Qui traite justement de ce conflit récurrent entre ce que j'appelle les narrations analytiques, c'est-à-dire la nature des choses, les narrations systémiques, c'est-à-dire tout est construit, etc. Et qui propose un modèle unifié. Mais un modèle unifié. Bon bref, voilà, j'invite les auditeurs à aller la voir. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Radou, c'est que en fait quand tu dis que c'est surtout histoire de recadrer le constructivisme radical féministe, c'est de dire qu'en fait l'argument de la nature des choses, la nature des hommes, la nature des femmes est en fait un très mauvais argument, mais un très bon contre-argument. C'est-à-dire que en termes d'arguments, il est incroyablement faible parce qu'on affirme des trucs avec rien et contre les concepts scientifiques eux-mêmes. Donc c'est quand même d'une faiblesse incroyable. Mais c'est un excellent contre-argument puisque de fait, quand on regarde, il y a toujours une part analytique qui semble résister aux arguments systémiques, comme dans les pays scandinaves, quand les gens ont fait des campagnes histoire d'encourager les femmes à essayer d'aller dans les métiers du BTP et qu'en fait au final, non, elles continuent à aller dans les métiers du care, infirmières, professeurs des écoles, etc. Comme les narrations des chimpanzés, des bébés chimpanzés qui regardent les camions plus que les poupées quand ils sont de sexe masculin. Enfin, c'est-à-dire qu'on est sur des trucs qui relèvent on serait tenté de dire que ça relève de la nature des choses, mais stricto sensu d'un point de vue scientifique en biologie, non, on est juste sur des procédés qui ont été sélectionnés mais sur des millions d'années. Oui, mais d'accord, même si c'est un procédé sélectionné sur des millions d'années et que ce procédé pourrait changer encore en des millions d'années, cela ne change pas qu'à notre moment T1, là, les procédés sont quand même comme ça, si tu veux. Même si
sur bon, l'homme dans des millions d'années peut-être que voilà, mais tu vois, c'est-à-dire que par rapport à ton argument effectivement de l'évolutivité des processus, c'est certain, on s'adapte à l'environnement, mais n'empêche que notre niveau d'adaptation actuel, enfin la manière dont on est quand même, enfin notre stade d'évolution est à peu près, enfin est-ce qu'on pourrait définir la nature comme étant notre stade de développement à notre moment T, et effectivement, et spéculer sur ce que l'homme pourrait être, voilà, dans des millions d'années, ça serait c'est comme Emmanuel Todd qui spécule sur le rendez-vous des civilisations, pour prendre un autre, enfin, pour le truc, ok, il y aura, avec les taux avec la démographie, ça va s'aligner mondialement, il y aura quelques guerres entre temps, mais on aura à la fin une paix mondiale, d'accord, mais c'est bien, mais tu vois. Je suis d'accord avec toi, je suis complètement d'accord avec toi, il y a aucun problème là-dessus. Mais là, typiquement, vous avez un bon exemple de ce que c'est que la démarche d'hypnomachie, c'est-à-dire je pointe simplement que le fait qu'utiliser le terme de naturel, c'est ce qu'on appelle un heuristique de pensée, c'est-à-dire que c'est un raccourci de langage qui nous simplifie, qui est parfaitement fonctionnel, hein. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Mais simplement, c'est faux, mais c'est pas parce que c'est faux que c'est pas fonctionnel. Et ça, les êtres humains font peu la différence, à moins d'un minimum de formation intellectuelle à ça. Très souvent, ils confondent ce qui est vrai, ce qui est efficace, ce qui est efficient et ce qui est fonctionnel. Et ils font pas la différence entre tout ça. Et voilà, moi, ce que je dis, c'est que effectivement, là, utiliser la nature des choses pour expliquer le monde, c'est faux, c'est fonctionnel, ça peut être efficace, et je sais pas si c'est efficient. Ouais, finalement, notre objectif, c'est d'essayer d'être assez efficace, parce que finalement, quelque part, vous savez que l'utilisation que l'on fait dans la sphère masculine, dans la red pill, en tout cas, par exemple, de l'évopsie, bon, elle est fonctionnelle. Elle vise justement déjà à se protéger. Je parle notamment ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, mais c'est à se protéger contre le déconstructionnisme général. Je veux dire, là, je sais pas si tu avais vu ça, mais l'association américaine de psychologie qui déclare carrément que la masculinité traditionnelle est toxique, elle est nocive pour la santé, là t'en arrives et qu'il faudrait, pour le bien des hommes, carrément les rééduquer à ne plus suivre des inclinations quand même qu'ils ressentent comme naturelles. Là on en arrive à des stades, on va dire, soviétiques du déconstructionnisme. Là, c'est-à-dire d'expérimentation. Là, tu parles d'ingénierie sociale, mais l'ingénierie sociale, elle est quand même basée sur l'idée d'une plasticité peut-être infinie de l'esprit humain et de la nature, enfin, justement, d'un déni de la nature. Moi, je dirais, j'y reviens souvent, mais j'ai quand même vécu dans un monde où on croyait à l'homme nouveau, où on croyait, c'est-à-dire la Roumanie communiste, et on sait que, à force, enfin, l'idée de croire qu'il y a une plasticité infinie de l'individu et qu'il suffit de le matraquer suffisamment avec une matraque réelle ou avec la propagande et qu'il allait changer de nature et devenir un bon communiste, on sait ce que ça donne quelque part, des choses assez dangereuses. Donc, quand je dis le déni de la nature, historiquement, il a été déjà, expérimenté dans des circuits. Je dis pas que le féminisme c'est la même chose que le maoïsme ou le bolchevisme, mais quand même, il y a quand même une idée qui me choque en commun, c'est cette idée de plasticité infinie de l'être humain et de l'homme, du mâle en particulier, mais de la femme aussi, parce que c'est aussi une rééducation des femmes, hein, le féminisme. Moi, ce que j'entends, ce que le maoïsme, le communisme et le féminisme ont en commun, c'est que ce sont deux constructivismes. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus sur les ravages du constructivisme et d'une forme de constructivisme utilitariste. Effectivement, je ne crois pas du tout au constructivisme, pour les raisons que tu as tout à fait évoquées. Et pour autant, je pense qu'il y a une troisième voie entre le conservatisme et le constructivisme. Et je pense plutôt, voilà, moi je me sens plus proche de cette troisième voie-là personnellement. Mais... Il y a un autre sujet sur lequel l'idée de la nature revient régulièrement. Je peux rajouter un dernier truc, moi, Ouais, vas-y. Dis-moi. Non, parce que sur l'association américaine de psychologie, personnellement, c'est une association à laquelle je n'accorde absolument aucun crédit, et ce depuis que je fais de la psychologie. C'est-à-dire que quand j'étais en première année de fac de psycho, j'avais fait un mémoire sur l'hyperactivité. Et sur le THADA, le trouble avec hyperactivité, j'avais fait donc ce qu'on fait en général, une revue de questions, c'est-à-dire que j'avais regardé, je fais ok, moi je débutais, je me disais ok, comment est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on sait que ça existe, que ça machin, etc. Et j'avais regardé et je m'étais rendu compte que en fait les pays producteurs de Ritaline, dans lesquels il y avait des consommations élevées de Ritaline, qui est en général le médicament de base qu'on donne
pour les gamins comme ça, était directement corrélé, il y avait une corrélation parfaite avec l'implantation de certaines firmes pharmaceutiques, etc. Donc là, je m'étais dit, ok, donc les mecs sont complètement vendus. À un moment donné, selon justement une impulsion d'ingénierie sociale qui vient de tel ou tel lobby, on va retirer tel ou tel... aux États-Unis, ils ont quand même retiré, par exemple, le trouble du travail au man, ils l'ont retiré. Vous savez, les workaholics, les mecs qui se tuent dans le travail, bah, ils l'ont retiré. Bah oui, parce qu'aux États-Unis, ça fait bien d'être workaholic, tu vois. Donc en fait, il y a une espèce... J'ai aussi parlé sur ma chaîne des maladies mentales et de l'aspect profondément culturel de la notion de maladie mentale, etc. Et pour le coup, enfin voilà, je n'accorde absolument mais aucun crédit à ce genre d'association là. Mais malheureusement, elle joue le rôle, comment dire, comme l'ordre des médecins pour les psychologues aux États-Unis. C'est pas, je dirais, elle a peut-être pas de crédit scientifique, mais en tant qu'organisme idéologique avec un poids politique réel, ce n'est pas une association de 3 psychologues américains qui racontent des trucs farfelus. C'est un ordre des psychologues. C'est pas, c'est quand même ça qui est grave, c'est que c'est pas simplement, voilà, c'est pas l'association loi 1901, quoi. Ah non, ça c'est clair. Mais c'est tout le problème, c'est quand les gens qui sont peu compétents se mettent à plusieurs et forment des réseaux de pouvoir, c'est un vrai problème. Oui, juste avant ça, j'avais envie de parler un petit peu aussi de cette autre opposition à la nature qui est notamment dans le milieu sportif. Et je crois que tu avais envie à un moment, Bhaskar, de parler de foot féminin, je crois. Donc on va peut-être avoir l'occasion. C'est tout ce qui entoure les sportifs trans. Oui, le fameux scandale. Ah mais il y en a eu plein. Moi j'ai vu, parce que je fais des arts martiaux et tout, j'ai vu même dans le milieu du MMA, parce qu'il y a des nanas qui commencent à se faire péter la gueule par des gars qui se sont transformés en nanas. Mais oui, mais tu vois, ça c'est aussi un autre truc qui fait que dans le milieu Red Pill, les gens utilisent parfois l'argument de la nature pour dire « Ah, attends, tu me dis le genre est fluide, je décide quel genre je suis, c'est en fonction de ma psychologie, mais non, il y a quand même un truc physique et il y a quand même une vraie nature et il y a des trucs que tu peux pas changer en fait. » Donc, mais oui, on peut en parler. C'est un sujet vraiment passionnant, je trouve. Oui, mais enfin, alors en fait là, je vais te raconter une anecdote perso, mais c'est, j'avais comme ça une lointaine copine qui un jour m'avait envoyé un mot. Elle était féministe à fond, quoi, vraiment féministe, écolo, bobo, enfin genre voilà le truc, voilà complètement qui se rasait pas sous les bras, enfin voilà le cliché du truc. Et non, mais je l'adore en plus, hein, c'est pas la question. Mais en tout cas, là, je dresse juste un profil sociologique, hein, je juge pas l'être humain que en plus je l'adore cette fille. Et elle m'avait dit mais toi en tant que prof d'arts martiaux, je veux que tu m'apprennes à pouvoir, je veux pouvoir casser la gueule à un mec. Et sauf qu'elle fait 1m60, 50 kilos, etc. Et je m'étais dit, bon, je dis pas que les filles peuvent pas s'en sortir, j'ai des élèves féminines, j'en pense à une notamment qui se débrouille incroyablement bien et qui me fait transpirer à la salle dans des proportions où je me dis, waouh! Donc voilà. Mais il y avait un truc de, je veux pouvoir casser la gueule à un mec en 2 semaines. C'est ça qui était complètement, elle se rendait pas compte que pour réussir à entre guillemets, à terrasser un gars qui ferait 20 kilos de plus qu'elle, bah, ça allait lui demander 10 ans de sa vie, 3 heures tous les jours, avec une discipline d'athlète de haut niveau, quoi. Et il y avait une espèce de délire, quoi. Enfin, il y avait vraiment un truc qui voulait pas payer le prix du réel. Et c'est quelque chose que je retrouve très souvent. J'en avais parlé dans la vidéo sur le féminisme, c'est qu'il y a un rapport. Ça rejoint ce que tu disais, Radou, sur l'aspect analytique des choses, sur la nature. Voilà, je veux pas payer le prix du réel et j'attends que la société me fasse un papa idéal que j'ai pas eu et qui fasse écran et me protège du réel. Et tant que j'ai pas ce papa idéal, je deviens agressive. Enfin, il y a vraiment quelque chose de psychologiquement intéressant. Ouais, donc tu parlais du foot féminin, effectivement, qui était un sujet que je voulais aborder parce que j'avais vu tourner comme ça sur les réseaux sociaux. Il y avait une nana comme ça qui disait qu'elle en avait marre de parler de foot féminin et qu'on parlait pas de foot masculin et que rien que ça c'était sexiste de préciser féminin. Je comprenais le point de vue de cette nana-là, mais je trouvais ça assez étonnant que cette nana n'ait pas la culture pour comprendre que le sport qui est quelque chose de relativement récent, je veux dire, le sport s'est vraiment développé au XXe siècle. Avant, les gens, ils étaient dans les champs et ils n'avaient pas besoin de faire du sport, quoi. Je veux dire, l'activité sportive est très récente et a commencé, mais pendant
plus d'un siècle, enfin un peu moins d'un siècle en réalité, à être réservé aux hommes, à part quelques exceptions, etc. Mais c'était une activité majoritairement masculine et que ça n'est que très récemment. Donc en fait, elle ne comprenait pas que le fait qu'on appelle football féminin, c'était pas du sexisme, c'était de l'histoire. C'était juste de l'histoire, tout comme si demain on faisait de la GRS et qu'il y avait des mecs avec des turbans comme ça qui disaient waouh 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 en faisant des jolis trucs, on allait appeler ça GRS masculine. Simplement parce qu'il y avait une antériorité. Et là, on avait une espèce de filtre de biais, quoi. De biais qui consistait à avoir une forme d'oppression là où il n'y avait que l'histoire, en fait. Oui, oui, pour rebondir sur ce que tu dis, bah, historiquement, de toute façon, le sport, il démarre avec les Grecs anciens, si on peut dire, si on prend les Jeux Olympiques, après, Henri de Coubertin, a remis ça à l'ordre, au goût du jour, on va dire, à la fin du 19e, donc c'est une réviviscence récente d'une activité qui était exclusivement masculine. Les femmes étaient interdites d'aller aux Jeux Olympiques dans l'Antiquité. Qui était masculine, parce que parce que moi, quand je parlais du sport, je parle du sport qui vient de désport, qui veut dire s'amuser. Parce que les Grecs anciens, etc., le sport des Grecs anciens, c'était de la préparation militaire. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de femmes. Et je voulais rebondir sur sur ta remarque sur la volonté de chercher dans l'État un papa qui te protège du réel. Je trouve que c'est très très juste et ça me rappelle une citation que je voulais placer depuis longtemps dans une vidéo, donc maintenant j'ai l'occasion, mais c'est celle je pense d'un antipsychiatre que tu dois connaître, je pense que c'est Laing, qui disait la seule souffrance que l'on peut éviter dans la vie, c'est la souffrance qui vient de ce fait d'essayer les souffrances qu'on peut pas éviter. Les souffrances inévitables. Voilà. Et je trouve que c'est extrêmement actuel cette citation, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, souffrent énormément en voulant essayer les souffrances, en voulant essayer d'éviter les souffrances inévitables. Ils veulent pas payer le prix du réel, mais du coup ils payent un prix encore plus exorbitant en essayant d'éviter la souffrance du réel, en fait, la confrontation au réel. Je sais pas ce que tu en penses de ça, mais c'est le cœur de mon travail parce que c'est la source de toutes les transhypnotiques, ça. Oui. Une transhypnotique, c'est une façon qu'a le cerveau de se protéger d'un réel trop dur. Alors, souvent, c'est la seule solution qu'a l'individu. Quand un gamin, il a 8 ans et qui se retrouve avec son tonton qui lui met, qui commence à le caresser, c'est traumatisant. Donc, je veux dire, il peut pas faire autrement. Donc, à la limite. Ouais, c'est une déconnexion, quoi. Voilà, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut, le gamin. Et heureusement qu'il fait ça pour pas devenir fou, à la limite. Tu vois. Donc, je blâme personne, je ne juge personne. Mais simplement, la transhypnotique, c'est le moyen qu'a trouvé le cerveau humain pour survivre quand le réel est trop dur. Donc oui, complètement. C'est l'essentiel de mon travail. C'est d'identifier ça et de se prendre le réel en pleine face, mais en sachant aussi qu'à un endroit, il peut y avoir aussi un autre biais de l'autre côté, d'un biais masculiniste un petit peu viriliste, genre, mais je prends le réel en pleine gueule, même pas peur, même pas mal, qui est de dire non à son besoin de douceur. Dans le stéréotype du gars machin, parce que le réel, il est dur. Il est objectivement super dur. Enfin, je pense qu'on a tous ici, à un moment donné, pleuré toutes les tripes de son corps face à un élément du réel qui était simplement trop dur pour nous. Je pense que c'est une expérience humaine à peu près universelle. Et voilà, donc c'est difficile. Et voilà. Mais voilà, il y a un biais aussi qui consiste de l'autre côté Ah, ben je suis parfaitement d'accord. Et moi, je ferraille Dieu tout le temps contre ce nietzschéisme de bazar qui est très répandu dans la sphère mascu. On a exactement ça. Les mecs, oui, tout ce qui me tue pas me rend plus fort. Ou handicapé. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais j'en parlais pas plus. Arrête de chouiner, Radou. Non, mais tout le côté, ouais, de toute façon, moi, je vais être un Übermensch et voilà, même pas peur, même pas mal. Non, mais ça fait chevalier noir dans les Monty Python, tu sais. C'est celui qui se fait découper en rondelles jusqu'à la fin, quoi. Ouais, exactement, ouais. Avec les dents. Non, mais bon, au bout ça, c'est clair qu'il y a aussi une caricature de gars qui va te dire non, mais oui, moi, je suis sur les hauteurs et rien ne peut m'arriver, alors que bon, la vérité est que je pense que là, on se rejoint. Moi, je pars du postulat que la vie est un phénomène fragile avant tout. Donc et que c'est il faut l'assumer. Après on peut être résilient, on peut être insolide, on peut faire des tas de choses, mais bon,
il y a quand même à la fin l'entropie gagne quand même. À la fin, voilà, la vie est une maladie sexuellement transmissible et à la fin on meurt, quoi, c'est clair. Mais justement, quand tu regardes Nietzsche, tu parlais du nietzschéisme de bazar. J'aime beaucoup cette expression. C'est tellement ça. C'est quand tu regardes la vie de Nietzsche, je veux dire, il a préféré justement, il a fini complètement fou et complètement inapte socialement, justement parce que ça c'est quand on comprend la névrose fondamentale de Nietzsche, on comprend qu'il ne voulait pas vivre sa faiblesse et qu'il a préféré rester dans le déni de sa faiblesse plutôt que de prendre le réel dans ce qu'il est. Et c'est là où je trouve que justement pour les jeunes qui sont un peu dans cette envie d'être un Übermensch comme ça, c'est justement de vivre sa faiblesse qui est une des plus grandes forces possibles. Moi je sais que souvent quand on me demande c'est quoi ton métier, j'ai une formule que j'aime bien qui le résume, c'est enseignant-chercheur à école de la vulnérabilité joyeuse. C'est cette vulnérabilité joyeuse, moi, que j'aime à développer. Et cette vulnérabilité joyeuse, elle passe par la conscience de la fragilité de nos idéologies, de la fragilité de nos narrations et de la fragilité de nos récits, qu'ils soient féministes, masculinistes ou autres. Et c'est la conscience de la fragilité des récits qui manque justement. Bon, ben là, on parle des féministes, etc. aussi, dans certains récits, parce qu'en fait, c'est une forme de transhypnotique d'identification. On est identifié à l'idéologie féministe, masculiniste, je sais pas, mélanchoniste, maoïste, j'en sais rien, je m'en fous. Voilà, et du coup, on se perd soi-même dans ce contenu idéologique. Et à cet endroit-là, on n'est pas présent à la vie. Mais ça c'est génial parce que ça rejoint exactement ce que j'essaye de dire dans mes vidéos, celle où j'ai parlé de Zizek et de Peterson, enfin où je parle exactement de cette critique de Peterson, enfin qu'opère Zizek de Peterson, parce que il y a cette idée que si on se trouve un sens, c'est encore une fois du nietzschéisme de bazar. Celui qui a un pourquoi peut souffrir n'importe quel comment. Enfin, c'est une phrase de Nietzsche qu'on cite tout le temps. Mais non, c'est l'idée. Oui, si j'ai un sens dans la vie, une cause, je pourrais en fait surmonter n'importe quelle difficulté. Ok, oui les gars, ça c'est ce que les mecs de Daesh, c'est exactement ça. Hein. Les mecs de Daesh, ils avaient un pourquoi et du coup ils se sont crus au-dessus de tout. Et parce qu'ils voulaient pas assumer la fragilité de leur propre narration. Et c'est pour ça que bon, il y a une démarche aussi paranoïde d'essayer d'éliminer toute contradiction à son récit héroïco hypnotisant. Pour rejoindre toi, c'est marrant parce que ton travail finalement, moi aussi c'est ce que j'ai fait de façon plus modeste à partir des postulats philosophiques, c'était de dire faites gaffe. Ce qui est dangereux dans le fait de croire avoir un sens ou d'avoir un dieu, c'est la même chose. C'est que vous rentrez dans une sorte d'auto-aliénation et vous ne voyez pas que vous avez choisi une aliénation. Tiens, j'ai une citation de Nietzsche qui illustre parfaitement ce que tu dis sur cette aliénation. Il disait « Une fois la décision prise, il faut fermer l'oreille aux meilleures objections. C'est là le signe d'un caractère ferme. » Je fais « Mais mec, t'es complètement taré !» T'es complètement taré. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est incroyable. Elle est d'une puissance, cette citation-là. Ça veut dire que le gars, il s'est choisi un préjugé ou une orientation idéologique et qu'il va plus y toucher. Mais pourquoi il va plus y toucher? Parce que s'il y touche, il va devoir vivre la réalité de sa fragilité, la réalité de son humanité, la réalité de sa vulnérabilité. Et c'est ce qu'il a fui pendant toute sa vie. Mais pour autant, parce que quand même, quand on est un jeune homme, on a besoin, c'est une étape normale dans la construction du psychisme. Je parlais des sectes tout à l'heure, que j'ai beaucoup étudié. Il y a un moment dans le développement du psychisme où on a besoin de ça. Et le problème, c'est que c'est comme si on avait besoin de se mentir à un moment donné pour découvrir la vie par une idéologie qui nous donne la force de se sentir comme ça, comme un guerrier, etc. Et plus tard, on passe de guerrier au fait d'être un bon homme ordinaire. C'est vachement dur d'être un bon homme ordinaire. C'est beaucoup plus dur que d'être un surhomme, en fait. C'est quelque part beaucoup plus élevé d'un certain point de vue. Et c'est vrai que sur cette base-là, les partisans d'une forme de déconstructivisme quasiment suédois essayent de dire, bah non, puisqu'en bout de chaîne, on va déconstruire, autant ne pas construire. Et on se rend compte que ça a un impact absolument terrible sur les enfants, de pas construire parce qu'ils sont complètement sans repère à un endroit. Alors, moi j'ai travaillé dans une école démocratique, où c'est une école où on laisse les gamins, ils n'ont pas de prof, pas de programme, rien. On les laisse.
on essaie de les protéger d'une forme de construction interventionniste. On va dire non, on va laisser la... C'est pas l'école en Angleterre, là, qui est sur de base reichienne? Sudbury, si, enfin, c'est inspiré de ça, Ah, ben je connais très... Ah, ben c'est marrant, parce que... On a plein de trucs en commun, Radou, falloir qu'on... La grande histoire d'amour peut commencer. Exactement, en plus, il est très beau mec, mais bon, dommage, je suis totalement hétéro. Ça les fait marrer, ça, hein. Ah, ça les fait marrer. Et du coup, moi, j'ai vraiment observé ça parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'en pense? En fait, je savais pas ce que j'en pense. Et encore aujourd'hui, je sais pas ce que j'en pense. Mais ce que je vois, c'est que mon sentiment, mais c'est totalement subjectif et j'y suis pas plus attaché que ça, hein, vraiment, c'est un moment T. Mon sentiment, c'est que j'ai quand même le sentiment qu'à un moment, c'est intéressant d'avoir une socioculture, c'est-à-dire d'avoir des êtres humains qui sont plus vieux que nous, qui ont vécu avant nous, qui peuvent nous montrer qu'est-ce qui existe dans le monde, ne serait-ce que pour nous donner envie. Et c'est vrai que je me pose de grosses questions sur cette tendance à élever les enfants dans un paradigme déconstructiviste, comme si on voulait qu'ils courent avant d'avoir appris à marcher. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de finaliste où on se concentre sur la fin du processus au lieu de se concentrer sur le processus lui-même. C'est-à-dire, c'est comme le dicton qui dit que ce qui est beau dans la vie, c'est le chemin, c'est pas le but. Oui, là pour défendre un petit peu Nietzsche contre lui-même, et là ce que Nietzsche avait parlé, tu vois, finalement des trois stades, non, tu sais pas, le chameau, le lion et l'enfant, il avait ça chez lui. Mais là, c'est comme si, ce que tu dis, c'est que notre société, finalement, il veut que les enfants viennent directement au stade enfant sans qu'ils passent par le stade chameau et lion, c'est-à-dire que faut d'abord se confronter effectivement à ce qui a déjà existé, effectivement, et inculquer et donner des modèles, leur dire écoutez, non, ça c'est la grande culture, ça ce sont les œuvres littéraires qui comptent, ça c'est la musique qui compte, quitte après à ce que tu te rebelles contre ça et que tu dises mais non, moi je déteste Proust et en fait ça ne m'a rien apporté, mais en tout cas sans avoir déjà une base contre laquelle se rebeller, ben on est perdu dès le départ parce que juste voilà laisser s'exprimer la créativité de chacun, on voit bien ce que ça donne. Hein. Ça rejoint la thèse de René Girard qui est qu'à un moment donné il faut qu'il y ait un conflit mimétique, il faut qu'il y ait quelqu'un contre lequel on s'oppose pour se construire avant de passer d'être contre l'autre à être pour soi, qui est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Mais ça pose aussi une autre question qui est est-ce que l'être humain, est-ce que ça a du sens, une humanité libérée de la socioculture? Ça, c'est vraiment une question sur laquelle je travaille. Oui, moi je... alors il va falloir que tu lises L'Homme D, hein, Bhaskar, parce que je pense que c'est tout à fait dans ce genre de... Enfin, j'en fais une chronique à la fin, donc c'est bon, t'en fais pas. C'est intéressant. Une humanité délivrée de la socioculture, ça serait finalement une humanité red pillée totalement, parce que il y a une manière de voir la red pill, la pilule rouge comme ça, c'est-à-dire si on enlèverait, si on enlevait toute les filtres idéologiques, est-ce qu'on verrait la réalité telle qu'elle? C'est presque ça en ramène à ces expériences du Moyen-Âge que tu dois connaître sans doute. Je crois que c'est Frédéric Barbarousse qui avait fait ces expériences-là pour voir quelle était la langue primordiale, où ils avaient essayé d'élever des gosses sans que personne ne leur parle, pour voir s'ils se mettaient à parler arabe ou bien hébreu ou bien, tu vois, et à la fin ils parlaient pas. Oui, à la fin ils parlaient. Non, mais souvent que les nourrices étaient plus humaines que les expérimentateurs et les nourrices leur parlaient quand même. Parce qu'elles étaient moins folles que ceux qui avaient essayé de faire ces expériences et que malheureusement, elles étaient terribles. Moi, j'adhère à la thèse de Zizek qui dit que si tu veux enlever jusqu'au bout les structures désirantes, tu retrouves pas la réalité. Tu perds même la réalité. Si tu veux enlever complètement tout ce qui est de l'ordre du projet désirant dans la réalité. À mon avis, on perd complètement la réalité. Je sais pas, ça sera un débat qu'on pourrait avoir entre nous une autre fois, mais en tout cas, par rapport à si c'est ce qui t'intéresse, moi, ma position, elle est là. C'est-à-dire que par rapport à la pilule rouge, j'aime bien quand il dit « je veux une troisième pilule, je veux une pilule qui me permette de voir le désir dans le non-désir, enfin, de voir à la fois ce qui est purement objectif, on va dire, et ce qui est de l'ordre de la projection. » C'est ce dont on parlait tout à l'heure quand je disais de se recréer volontairement un vide en soi, c'est-à-dire d'avoir touché quelque chose de totalement plein, mais ensuite de se recréer un vide
on retrouve ça dans plein de traditions différentes, dans plein de traditions spirituelles, où tu touches le paradis, mais une fois que tu es en paradis, après tu redescends sur la terre, parce que sinon tu restes dans le plein du plein du plein, mais il y a quelque chose qui ne se fait pas. Ouais. Mais il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que j'avais parlé justement de cette expérience avec les nourrices et la langue primordiale de l'humanité, enfin la recherche, justement, les mecs se demandaient si ça allait être l'hébreu, etc. ou pas, enfin ils projetaient tous leur idéologie là-dessus. J'en avais parlé un petit peu dans mon livre, parce que j'avais écrit un livre comme ça, qui parlait d'un autre sujet justement très à la mode chez énormément de nanas notamment, qui étaient les pervers narcissiques. J'ai beaucoup travaillé sur la perversion narcissique, et j'ai sorti un bouquin comme ça qui est à contre-courant de tout ce qui se fait, parce que tous les bouquins que j'ai lus, mais tous, hein, c'est toujours ah oui, il y a des vilains pervers narcissiques, vous êtes de pauvres petites femmes, etc. Et moi j'ai fait un bouquin qui déconstruit totalement cette notion-là, et qui... Ah oui, et ça s'appelle comment ton bouquin? Ça, c'est vachement... Il s'appelle la perversion narcissique, mythe et réalité. D'accord. Et dedans, je déconstruis complètement cette notion, et j'explique tous les biais cognitifs qui font que y a autant de gens qui parlent de pervers narcissiques aujourd'hui, alors que c'est une notion qui n'a absolument mais aucune validité psychologique. Il y a aucune étude là-dessus. Je crois que pendant 6 ans, j'ai proposé 5 000 € à quelqu'un qui me proposerait une étude scientifique qui pourrait permettre de la valider. J'ai jamais eu personne qui me l'a mis, etc. Et c'est un sujet qui a énormément de succès dans certains milieux, parce que ça flatte le psychisme, et on est dans une version 2.0 des bonimenteurs d'autrefois qui te lisaient l'avenir sur les lignes de la main, etc. et qui te permettaient de te faire te sentir bien, quoi. Mais le tout avec un vernis psychologisant, etc. Bon, bref, c'est des... Voilà. C'est très intéressant, parce que c'est vrai que j'avais vu ta vidéo sur le sujet, et il y a une question qui tourne parfois sur ça à chaque fois parce que c'est vrai que c'est un thème qui est régulièrement abordé dans la sphère masculine, parce que t'as plein de mecs qui se font traiter de pervers narcissiques ou je sais pas quoi, et ils comprennent pas trop pourquoi ils sont pervers narcissiques et en quoi, etc. Et ils se disent, et des perverses narcissiques au féminin, est-ce que ça existe? C'est une des questions qui existent. Et c'est vrai que bizarrement, quand il s'agit de femmes, les femmes pervers narcissiques, ça a l'air de pas trop exister. Enfin, tu lis n'importe quel site internet qui te parle de pervers narcissiques, la mention des femmes, elle est toujours un petit peu discrète à la fin. On te dirait qu'il y a peut-être quelques femmes mais voilà, ça sera vraiment très discret. On a le cluster B en anglais, on a tous les dans le DSM, tous les trucs borderline personality disorder, tous les trucs quand même qui peuvent rentrer allègrement quand même dans une définition. Oui, mais enfin, quand tu vois les définitions de pervers narcissique, la définition est hyper malléable et hyper large. Tu peux mettre un peu ce que tu veux en fait. Enfin, c'est la liste de questions. Si tu coches les questions, à mon avis, tu peux toujours te débrouiller pour dire que le gars il est au moins 50% pervers narcissique en fait. Si tu veux vraiment te victimiser, tu trouveras toujours, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont très subjectives en fait là-dedans. Enfin, c'est une définition qui est très très subjective, donc. Dans le bouquin, je reprends comme ça les 30 listes, enfin les 30 critères de la liste d'Isabelle Nazaré-Aga, comme ça, où je montre que sur les 30 critères, il y en a 27 qui sont formulés de façon circulaire et auto-validante. C'est dire si la liste vaut quelque chose. À mon avis, c'est du bullshit total. Dans les groupes de victimes de pervers narcissiques que fatalement j'ai pas mal étudié, non, il y a des femmes perverses narcissiques, il y a des hommes alors je te l'accorde, il y en a beaucoup moins, hein, on est d'accord que c'est un phénomène qui concerne massivement les femmes qui se plaignent d'hommes. Là j'y vais avec le doigt mouillé, mais à plus de 80%, voire 90%, mais il y a quand même des hommes qui disent voilà, j'ai été avec une perverse narcissique, il y en a aussi. Mais j'ai fait une corrélation intéressante qui est que à ce jour, j'ai dû avoir des entretiens avec plus de 1000 victimes. Ou en tout cas plus de 1000 personnes se disant victimes, et à ce jour j'en ai aucun, j'ai bien dit aucun, même pas 1 ou 2, mais 0 sur 1000 qui avait connaissance de ce que c'était que le rasoir d'Occam. C'est-à-dire que y avait une espèce d'inculture liée à l'histoire des idées, et sans vouloir rapprocher les corrélations de façon un peu trop artificielle, genre on voit quand même qu'il y a d'immenses majorités d'hommes dans les filières scientifiques et qui s'intéressent à la philosophie et à l'épistémologie, là où les femmes vont s'intéresser à plein d'autres sujets, c'est pas un problème. Mais pour moi, il y a une énorme corrélation à faire là-dedans entre un manque de méthodologie et de rigueur scientifique, en moyenne évidemment, et le succès de cette notion-là, à mon avis. Je n'ai jamais vu personne qui ait un bon niveau en épistémologie utiliser cette notion-là, jamais. Oui, et ça c'est pour abonder dans ton sens. C'est pour ça que dans ce que j'ai dit dans la semaine précédente dans mes vidéos sur est-ce qu'on est victime d'une femme folle, parce que j'ai abordé cette question-là, et j'ai dit non, on n'est jamais victime quand on reste 3 ans avec quelqu'un.
t'es victime quand il y a un truc qui te tombe sur la gueule, quand tu te fais violer, quand il y a un tremblement de terre, un truc qui t'arrive, que tu es dépassé par la force des éléments, mais tu n'es jamais victime, tu peux pas utiliser le terme victime quand tu as été 3 ans, 5 ans, même 3 mois, même 5, enfin, avec quelqu'un. Il y a toujours, c'est-à-dire, tu as co-créé le truc, tu as co-créé le dieu dont on parlait au début de l'émission, tu as co-créé l'aliénation. Il y a une part de participation à son syndrome de Stockholm, enfin, on va dire, à son mauvais traitement. Et ça, le problème, c'est que je pense qu'il y a la notion de pervers narcissique, c'est une défense contre sa propre responsabilité dans l'affaire, en fait. On veut absolument convaincre l'entourage qu'on y était pour rien. Alors, j'entends ce que tu dis, je suis d'accord. Donc, ce que je vais dire, c'est pas mais, c'est et. Oui. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et en même temps, des gens qui restent comme ça dans des relations toxiques pendant des mois, des années, etc., c'est bien qu'à un endroit, ils n'ont pas les ressources pour sortir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de papa intérieur pour dire non. Ils n'ont pas reçu ça. Donc, d'un certain point de vue, ils sont victimes du fait de ne pas avoir reçu cette énergie masculine, on va dire, qui permet de dire non à quelque chose qui leur correspond pas. C'est juste que ils sont victimes à posteriori, quoi, d'un manque de, exactement comme un gamin, on lui aurait pas appris à lasser ses chaussures, et il aurait 30 ans, il sait toujours pas les lasser, bah il est victime de pas qu'on lui ait pas appris à 8 ans à lasser ses chaussures, quoi, ou à 10 ans. Mais ça, et il co-crée. Donc là encore, en fait, on est dans un problème de filtre, c'est-à-dire est-ce qu'on va observer la situation avec ce qu'on appelle un locus interne ou un locus externe, c'est-à-dire est-ce que je considère que ce sont les individus qui sont responsables ou est-ce que je considère que ce sont les situations qui rendent les individus responsables ou des responsables. Et probablement c'est les deux, et là on est dans des filtres, et pour le coup c'est vraiment l'observateur qui crée la réalité. Ouais, ah bah, c'est très clair, ouais. Je suis quand même d'accord avec toi aussi. Oui. Tant qu'on y est dans les questions un petit peu que j'ai, alors il y en a une que j'ai pas encore abordée sur ma chaîne, mais je pense que je vais l'aborder à un moment donné. Je me sens pas encore au taquet, si tu veux, pour vraiment l'aborder proprement. C'est la question de tout ce qui est violence psychologique des femmes envers les hommes. Parce que il y a un petit peu cette idée, alors il y a l'idée souvent que les violences conjugales c'est uniquement des hommes qui tapent des femmes, et il semblerait que la plupart des études prouvent que il y a au moins une part non négligeable d'hommes qui se font taper par leurs femmes. Ça se passe dans les deux sens. Ozalnef avait fait une vidéo dessus, je crois qu'il y avait en gros ça va en fonction des analyses entre 40-60 à moitié-moitié, enfin c'est un peu, je veux dire il y a un peu de jeu en fonction des analyses, donc moi j'ai pas un chiffre final, mais en gros en tout cas c'est vraiment pas négligeable et on peut pas dire que ce sont toujours des hommes qui tapent leurs femmes, mais au niveau des violences psychologiques, alors tu vois, c'est peut-être une intuition, c'est peut-être un a priori, j'en sais rien. J'aurais tendance à croire qu'il y a plus de violence psychologique des femmes envers les hommes que vice-versa. J'ai l'impression que la violence psychologique est plus le fait de femmes en moyenne. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as observé ou que tu me confirmes? Je pense que c'est un sujet qui est très complexe. Je m'y étais beaucoup intéressé à un moment. Je pense que ça dépend de la définition de ce que tu appelles violence psychologique. Parce que effectivement, c'est beaucoup plus... C'est exactement la métaphore de l'échange qu'on vient d'avoir avec Radou, là. C'est-à-dire que est-ce que quand il y a violence psychologique, est-ce que je suis co-créateur ou pas? Et je peux avoir une narration comme quoi, oui, je suis co-créateur parce que j'ai qu'à prendre mes responsabilités, à dire non, à faire poser mes frontières, et si je le fais pas, c'est ma responsabilité, ce qui est vrai. Et j'ai aussi une narration qui est tout aussi vraie, qui est que à un endroit, je peux ne pas être psychologiquement en état de le faire. Pour des raisons neurologiques, parce que mon amygdale, voilà, je suis complètement surexcité, j'ai peur de tout, et je me dis que si jamais je dis non, je vais me faire taper, etc., parce que j'ai été complètement traumatisé, etc. Et les deux se tiennent, si tu veux, les deux se tiennent. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais on fait le miroir avec les violences physiques de l'autre côté, ça comprend la situation en miroir, on va avoir une espèce de consensus social pour dire qu'un individu qui en frappe un autre, c'est toujours lui le méchant. Ouais. Alors que ce qui est très intéressant, c'est que je racontais une petite histoire, mais moi je suis professeur d'art martial, je fais notamment ce qu'on appelle du systéma russe. Dans le systéma russe, on a un gros travail où on se fait frapper pour apprendre à annuler les coups, et on se rend compte en fait que si on est relâché quand on nous frappe, en fait ça nous fait pas mal.
Et donc, d'un certain point de vue, on apprend à se re-responsabiliser de comment on se génère notre propre douleur en recevant des coups. Et du coup, c'est très intéressant parce que d'une part, il y a quand même des endroits où on pourra pas absorber, hein, un doigt dans l'œil, t'as beau bosser, ça fait mal. Mais tout comme une violence psychique balancée pile sur l'endroit où on a un point de faiblesse, ça va faire mal. Donc c'est extrêmement complexe et notamment parce qu'il y a énormément de nexus, il y a énormément de choses qui sont impensables par beaucoup de gens dans la socioculture. Donc là, pour moi, on est dans des narrations de qui est responsable. Et je trouve ça très très compliqué parce que quelque part, c'est encore une forme de bouc émissaire. Tu vois, on est en train d'essayer de donner des bons points pour dire qui est le responsable. Alors qu'en fait, c'est les deux qui sont co-responsables des violences physiques comme des violences morales à un endroit. Ça rejoint l'école de Palo Alto qui dit que l'ancienne manière de penser, elle disait qui est responsable? Est-ce que c'est toi à 50%, moi à 50%? Et dans l'école de Palo Alto, on dit non, c'est chacun des acteurs d'un système est responsable du système à 100%. Oui, mais enfin là en parlant d'une situation vécue, plutôt d'une anecdote. Enfin oui, c'est plus une situation vécue plus large parce que Vas-y Radou, on va faire ta psychanalyse. Non mais qu'est-ce qui se passe quand justement un des acteurs du système ne veut absolument pas accepter de responsabilité dans le système? Parce que, ok, là pour parler d'une anecdote vraiment personnelle et on va dire douloureuse, c'est que moi j'ai eu une relation toxique où moi je me rendais bien compte qu'on avait des boucles, vraiment des circuits dans lesquels on s'enfermait avec ma copine et qui dégénéraient en des trucs plus ou moins violents psychologiquement et même parfois c'était physique. Mais j'étais incapable de lui faire signaler qu'elle avait une part dans sa boucle en fait. C'était impossible. Donc je sais pas comment. Alors que moi ça me sautait aux yeux qu'elle appuyait sur certains de mes boutons, etc. Et qu'on était dans un cercle vicieux. Mais bon, que faire avec une personne qui va absolument pas prendre de responsabilité dans le système? Techniquement, comment faire? Bah, je sais pas, ou que faire, alors, on se barre, c'est tout. Enfin, faut juste se barrer, en fait. Bah, à la limite, ça dépend de toi ce que tu veux, mais qu'une personne prenne ses responsabilités, c'est ses affaires à elle. C'est pas les nôtres. Notre business à nous, c'est de nous choisir des gens qui nous font du bien. Oui, d'accord. Ouais, t'as répondu ça. Ouais. Il me semble. Hein. Après, il y a des gens qui ont assez de cœur, qui ont un cœur assez grand. Tu sais, ça m'évoque Lucchini qui disait qu'est-ce que j'admire les gens qui sont de gauche. Moi j'aimerais être de gauche, mais je suis pas assez généreux, tu vois. C'est la même idée. C'est si t'as assez de cœur pour prendre sur toi et endosser sur tes épaules 100% de la responsabilité d'une personne irresponsable. Tu sais exactement comme quelqu'un se charge d'un handicapé sur ses propres deniers, etc. et va tout lui... Putain, c'est beau, hein, mec, hein. C'est super beau, mais faut avoir les épaules et assez d'amour, hein. Chacun voit midi à sa porte, là, hein. Oui, bien sûr. Ok, ouais. Moi, je trouve ça difficile. Je suis trop médiocre pour ça. Oui, bon, moi j'ai voulu jouer les héros et ça m'a coûté trop cher. Non, mais je l'ai fait aussi, tu vois. Je pense qu'on l'a tous fait passer un certain âge, tu vois. Ce qui est tragique, c'est qu'il y a des gens qui restent à cette étape-là et qui restent toute leur vie à cette étape-là. Ah oui. Oui, et qui se font Après, c'est aussi la narration qui vient derrière. C'est justement la narration héroïque d'avoir été celui qui a porté... Qui n'a pas changé d'avis, c'est le preuve d'un caractère ferme. Non mais on est exactement sur les mêmes niveaux de réalité. Moi sur Hypnomachie, je parle comme ça des travaux de certains psychologues qui m'influencent beaucoup comme ça, qui ont fait toute une thérapie de niveau de réalité. C'est un niveau de réalité où on glorifie le fait de prendre sur soi et d'en prendre plein la gueule, quoi. Et on se dit j'en prends plein la gueule, c'est que je suis une bonne personne. Mais c'est non, en prendre plein la gueule, il n'y a pas de vertu dans le fait d'en prendre plein la gueule. Ouais, ça c'est vrai que ça c'est une idée qu'il faut absolument débunker et c'est le travail aussi que je fais quand je tape sur Peterson là pour dire à ceux qui suivent ma chaîne, c'est que justement un des trucs délétères de Peterson et bon même s'il n'est pas encore très connu en France, c'est que c'est son côté attention si vous souffrez c'est que c'est bien, si vous prenez le maximum de responsabilité que vous en chiez un max, c'est que vous avez une vie qui a du sens. Non c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est le fameux man up en anglais. Ouais.
grandit. Enfin, je sais pas comment traduire ça, mais... Ouais, prends tes responsabilités d'homme. Non, mais c'est ça. Sois un homme. C'est man up, sois un homme. Et sacrifie-toi. Voilà, en fait, c'est ce que je vais dire, c'est ni plus ni moins un sacrifice. Mais je vais dire, il y a nulle part marqué qu'il faille un sacrifice. Enfin, si, c'est marqué dans les textes, dans les vieux textes, dans l'Ancien Testament, c'est marqué. Et c'est justement ça, aujourd'hui, on vit dans le Nouveau Monde, ou aujourd'hui, alors là, ça rejoint les travaux de René Girard et d'une certaine forme de théologie chrétienne, mais c'est aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas besoin qu'il y ait un sacrifice pour être un homme, et pour que la vie puisse continuer. Donc à partir du moment où on a un savoir qui nous explique qu'on n'a pas besoin de se sacrifier, qu'on continue de se sacrifier, c'est ou de l'ignorance, et si on continue alors qu'on le sait, ça devient du masochisme. Ouais, mais ça c'est vraiment, t'as marqué un point extraordinaire, parce que par rapport à ceux qui veulent récupérer le masculinisme, en fait, et le mixer avec des théories, on va dire, pré-modernes, justement sacrificielles, traditionnalistes, et c'est cet élément du sacrifice, à mon avis, qui fait que c'est incompatible d'être mascu ou MGTOW, et d'avoir la nostalgie des sociétés archaïques traditionnelles. Parce que je pense qu'un des enseignements du MGTOW et du masculinisme, c'est justement ne vous sacrifiez pas pour une femme. Si on peut ramener les choses au masculinisme un peu, c'est que un des grands messages, c'est non, arrêtez les visions sacrificielles. Ne faites pas de la femme une déesse qui va vous dispenser le paradis si vous lui offrez suffisamment de chair, de sang et de larmes. Donc voilà. Je pense que je suis content que tu parles du sacrifice, parce que j'ai oublié d'en parler dans mes lives récents, mais je crois que ça c'est un thème très important pour définir cette prise de conscience masculine que la société est trop gynocentrée ou favorise peut-être trop les femmes, et que demande trop de sacrifices aux hommes. Peut-être. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu crois que nous vivons dans une société gynocentrée ou... Moi, j'évite, mais vraiment, je fais tout. C'est un effort conscient, hein, J'évite de penser quelque chose des choses. C'est un effort conscient. Je dois me forcer, parce que de base, je suis très intellectuel, et donc j'adore avoir des idées sur tout. Donc je dois me forcer pour éviter de penser quelque chose, parce que quand je pense quelque chose des choses, je ne réfléchis plus. Et là, c'est fini. Et je dois faire très gaffe à ça. C'est une belle discipline. J'écoute les narrations qui disent que la société est gynocentrée. J'écoute les narrations qui disent que la société est un viriarcat. Là, moi, je sors d'une relation de 5 ans avec une nana formidable d'ailleurs, hein, au passage, qui était une très belle personne, et qui avait le défaut profond d'avoir fait un master en genre, politique et sexualité. Donc du coup, on avait des discussions, etc. Non, mais c'était super intéressant, c'était très stimulant, parce que du coup, j'ai pu plonger complètement dans le point de vue progressiste de gauche, constructiviste, machin, etc. Donc j'ai entendu parler de plein de choses que j'aurais jamais poussé mes recherches à ce niveau-là donc c'était très très intéressant. Je comprends la logique interne. Tout comme je comprends la logique interne des personnes qui disent qu'il y a une féminisation de la société. Et en tant que pratiquant d'arts martiaux et professeur d'arts martiaux, effectivement, je vois venir des jeunes. Je peux vous dire que les jeunes gens qui ont 18 ans, qui poussent la porte d'une salle d'entraînement aujourd'hui, mais ils ont rien à voir avec les jeunes gens qui poussaient la porte d'une salle d'entraînement rien que dans les années 2005. C'est-à-dire qu'en 15 ans, il y a eu allez, je vais assumer le mot, il y a eu une fiotisation colossale, mais je pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose, paradoxalement. Je pense que les jeunes ont moins de couilles, mais parce qu'ils vivent dans un environnement qui est beaucoup plus clément, et où du coup qui leur laisse quelque part ils ont moins à se battre pour vivre et pour exister, et à la limite c'est tout ce que je souhaite à des êtres humains. Mais c'est à double tranchant, donc Ouais, mais alors après, tu sais, ce qui est en général, nous, ce qu'on entend, alors c'est intéressant, parce que on est en train d'amener petit à petit la problématique politique qui est sous-jacente à pas mal de questions. Et ce qu'on entend souvent, nous, quand on discute avec des gens qui sont politisés, c'est que, en fait, ces conditions de vie plus clémentes, elles sont en trompe-l'œil, parce que en dehors des cadres favorisés des grandes villes, des bobos, etc., le monde réel à la porte, que ce soit dans des banlieues, que ce soit dans des espaces ruraux, ou même l'étranger, ou je sais pas quoi, il est beaucoup plus violent, beaucoup plus dangereux, et que du coup,
il serait bien que les hommes ne se laissent pas avoir par cette apparente clémence des conditions modernes et restent sur leur garde au cas où quelque chose se passe, tu vois. Bah, j'ai une citation de Jung pour ça, en fait, qui dit « L'attitude rationnelle civilisée aboutit nécessairement à son contraire, c'est-à-dire à la destruction rationnelle de la culture. » C'est exactement ce que tu dis. Mais c'est le principe de la civilisation. Moi, quand j'avais 20 ans et que je revenais comme ça de stage de commando où on s'entraînait pendant 12 heures par jour, etc. Je retournais voir mes potes en soirée. J'avais l'impression d'être entouré l'expression que j'avais trouvée à l'époque, c'était les êtres humains d'élevage. C'était exactement ça. Mais oui, mais c'est à un moment donné, c'est un choix entre est-ce que tu gardes ta puissance personnelle avec son animalité, avec le truc dedans, tu vois, qui est prêt, ou est-ce que tu te civilises? Si tu te civilises, tu te châtres à un endroit. Alors effectivement, là encore, on repart dans une espèce de dichotomie entre un point de vue plus conservateur dans lequel tu gardes quand même les armes pas loin des fois et un point de vue plus progressiste, moderne, etc. Moi, je pense qu'il y a une troisième voie. Et là, on fait de la politique. Je pense que la question politique ne se résume pas à la dichotomie conservatrice-progressiste, ou civilisation barbarie, parce que c'est ce que j'explique dans une de mes vidéos. J'explique que le point de vue conservateur, il se focalise sur la dichotomie barbarie civilisation. C'est typiquement une façon conservatrice de poser le problème. Le point de vue progressiste, il se base sur une dichotomie oppresseur-opprimé. Bon, je vous fais pas un dessin. Voilà. Et moi, je pense qu'il y a un troisième point de vue, qui est un point de vue peut-être un peu plus libéral, qui se base sur un point de vue acte libre, acte contraint. Et je serais plus propice à laisser les gens faire, et la nature va faire des stratégies mixtes, ce qui fait qu'il y a des gens qui feront des stages commando pour se préparer au pire tout en étant civilisés. Il y a des gens qui écouteront Jules sur leur iPhone en mangeant du quinoa, etc. Et c'est très bien. Et à la limite, c'est une forme de stratégie mixte. Et c'est formidable parce que la nature, la biologie, elle passe son temps à faire des stratégies mixtes, justement. C'est ce qui fait que si demain il y a une apocalypse nucléaire, les survivalistes, ils vont survivre, et les bobos qui mangent du quinoa, ils vont mourir. Et que si demain il n'y a pas d'apocalypse, les survivalistes, ils auront perdu leur temps et leur énergie, et les bobos, ils auront bien profité de la vie. Et moi, je suis incapable, et je défie n'importe qui, de pouvoir réellement prédire l'avenir là-dessus. On est dans de la peur de l'avenir, là. Moi, je dirais quand même, à titre personnel, je pense que Moss aussi, il a un petit peu cette influence antique, ça se voit ne serait-ce que dans son pseudonyme, donc avec Mos Maiorum. Donc on a quand même, que ce soit apocalypse nucléaire ou pas apocalypse nucléaire, je crois qu'il est bon de garder le côté esprit sain dans un corps sain, quoi. C'est-à-dire un peu, devenir un être humain d'élevage, je crois pas du tout que ce soit véritablement la meilleure stratégie, ne serait-ce que personnelle, quoi. Même d'un point de vue purement libéral, égoïste, individualiste, je ne pense pas que ce soit la meilleure. Si on prend juste le terme de l'épanouissement personnel, à mon avis, devenir un être humain d'élevage, ce n'est même pas la meilleure manière d'être épanoui dans le sens le plus consumériste du mot. Je crois que peut-être à court terme, mais pas à long terme, quoi. Oui, à court et à long terme, ce n'est même pas une stratégie rationnelle, en fait, vraiment de jouissance de la vie. Si on prend la jouissance comme étant la valeur cardinale du bobo mangeant du quinoa, à mon avis, ce n'est pas du tout en restant un être humain d'élevage qu'il va jouir de la vie, même sans entrave comme il voudra. Non. Même dans ce paradigme-là, je pense que c'est pas une très bonne stratégie. J'ai le sentiment, mais je sais pas ce que t'en penses, Radou. Moi, j'ai le sentiment qu'on est vraiment dans un endroit où il n'y a pas de réponse dans l'absolu, quoi, et qu'on est vraiment dans des échelles de valeurs hyper personnelles, tu vois, et où on trouve toujours quelqu'un de plus sur ce spectre comme ça, on trouve toujours quelqu'un qui est plus que soi dans tel ou tel domaine, et qu'on est typiquement dans une situation à haute incertitude où on doit faire des choix alors qu'on n'a pas toutes les informations qui permettent de faire ces choix, et que par contre c'est nous qui allons assumer les conséquences de ça. Oui, mais quand même, je crois que c'est quand même l'idée que je veux avancer là, c'est un peu l'idée de Peterson, et tu as parlé de Jung tout à l'heure, c'est l'intégration de l'ombre. Si l'être humain d'élevage, c'est celui qui ne peut se concevoir qu'en étant qu'un gentil,
acceptateur, un gentil ingurgitateur de toutes les hypnoses qu'on veut lui vendre, et qu'il ne veut absolument pas se concevoir comme étant justement un petit peu plus barbare. Enfin, il rate l'individuation en termes de Jung. Il rate. Je me demande parce que justement là je spoil un peu sur une vidéo que je suis en train de préparer sur l'ingénierie sociale, mais j'aime bien quand tu as dit justement cet être humain d'élevage qui est vulnérable à toutes les hypnoses de la socioculture. Bon, en gros, voilà, Macron, le gouvernement, lui, a un truc, il le gobe, il dit ouais, si c'est vachement bien, il faut faire l'Europe, je sais pas quel truc qui sera décidé comme ça dans des bureaux, par exemple. Voilà. Ok, on est d'accord que là, il est soumis à une forme d'hypnose extérieure et qui va se s'aliéner. Ok, il n'y a pas de problème. Mais dans une certaine mesure, les féministes, par exemple, vont te dire, et je pense qu'ils n'auront pas tort, que c'est tout aussi aliénant de dépendre d'une socioculture conservatrice. C'est-à-dire qu'en fait, on est simplement en train de choisir son hypnotiseur, là, consciemment ou non, d'ailleurs. Non, mais là, je parlais plutôt justement de l'incarnation, tout simplement. Quand tu disais que tu revenais d'un stage de commando, là, c'était parce que tu avais incarné, on va dire, tu avais récupéré une part de l'ombre qui fait le barbare, pour dire ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire, là, c'était pas simplement des idées que tu avais adoptées, tu avais c'était pas juste une autre hypnose. Bah si, je suis allé me faire, j'ai accepté de me faire hypnotiser par le mec qui animait les stages commando et qui allait faire de moi un commando. Donc c'est simplement que pour moi c'est un choix ça renvoie au besoin qu'on a d'avoir un papa, parce que si on n'a pas de papa, on est perdu dans un monde où il n'y a pas de, je parle papa au sens symbolique, hein, voilà. Une figure tutélaire, quoi. Et que si on n'a pas de figure tutélaire, on arrive dans un monde où on comprend rien, on est complètement perdu. Alors effectivement, en général, on prend d'abord les figures tutélaires de notre socioculture parce que ça demande moins de glucose et que c'est plus facile pour le cerveau de les assimiler. Donc voilà. C'est complètement glucose. Exactement. On est de la même génération. Désolé pour ceux qui ont 20 ans, vous pouvez pas comprendre ça. Il fallait être vivant dans les années 90 et voilà, en tout cas avoir un certain. Bref. Mais voilà, ça demande moins. Il faut bien comprendre que ça demande moins de glucose de prendre des narrations analytiques, parce que quand on te dit voilà, un homme c'est ça, une femme c'est ça, c'est simple, c'est facile. Il n'y a pas de nuance, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on commence par ça, et puis après derrière on peut adopter des narrations progressistes qui vont être un petit peu plus compliquées, genre je suis bi-trans, gender fluide, machin truc, je sais pas quoi, ça demande beaucoup plus de matière grise, quoi. C'est objectivement plus complexe. C'est vrai que le pauvre Arnaud Gauthier, il consomme beaucoup là pour être pas un homme, pour pas être un homme. Bah la moitié de son quinoa part juste pour réfléchir à son genre, hein, ça c'est sûr. Il est à moitié libanais, à moitié français, et à moitié libanais derrière, etc. C'est pas évident. Et il est pas blanc non plus. Voilà. Mais tout ça pour dire, au-delà de la blague, que en fait on est simplement en train de se choisir. Enfin on est en train de se choisir son hypnotiseur. Mais à un endroit, on a besoin d'une figure tutélaire. Mais c'est juste que comme au départ, on est un gamin et on n'a aucune conscience des phénomènes psychologiques, ce qui est normal, on se les laisse rentrer dans le cerveau et au bout d'un moment, on finit par les choisir en conscience. Mais moi, je voulais souligner l'aspect stage concret commando. Je veux dire, c'est pas simplement que tu avais gobé des idées, tu vois. C'est que t'as lu un bouquin, t'as vu 5 vidéos sur YouTube. C'est pas ça. C'est que il y a l'aspect travail sur le corps. Qui est un stade quand même un peu plus avancé à mon avis, non pas de l'hypnose, mais au contraire du fait d'assumer à titre personnel, à titre charnel, certaines idées. Donc non, je sais pas. Moi, j'ai pas fait le stage commando. C'est pas parce que c'est charnel que c'est pas de l'hypnose. Ça n'a rien à voir. Tout simplement. C'est l'expérience physique, elle est soumise à des biais hypnotiques. Vous connaissez probablement cette expérience du gant où on demande à une personne d'enfiler un gant MAPA comme ça et on lui demande de mettre la main avec le gant MAPA sous une table, ce qui fait la personne ne voit plus sa main. Et au-dessus de la table, on met un gant MAPA qui a été rembourré avec de la mousse pour avoir la même consistance que sa main. Et on passe un petit pinceau au-dessus du gant MAPA sur la table, et en même temps, on passe un pinceau sous la table, ce qui fait que les deux gants MAPA se font caresser. La personne finit par confondre, en fait, le gant MAPA qui est sur la table avec sa propre main. Parce que tactilement, elle a les mêmes signaux, et visuellement, elle a les mêmes signaux. Et à un moment donné, bam, on écrase le faux gant MAPA avec un marteau, et la personne retire l'autre main. Elle sait intellectuellement que c'est pas sa main. Mais
parce qu'elle s'est faite saturer psychiquement, elle finit par plus savoir où elle commence, où elle finit. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est des phénomènes hypnotiques classiques du physique. Ça nous est tous arrivé de voir quelqu'un qui se gaufre, qui a mal, et de ressentir la douleur dans notre corps. Voilà, tout ça sont des phénomènes hypnotiques liés au corps. Donc c'est pas parce que le corps est engagé qu'on n'est pas en état d'hypnose. Au contraire, il y a même des pratiques physiques entières qui se font en état d'hypnose. L'immense majorité des arts martiaux se fait en état d'hypnose, malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est possible de faire autrement et que qui dit état hypnotique dit logique sacrificielle. C'est qu'on sacrifie toujours un truc avec l'hypnose. C'est tout le propos de ma chaîne et j'essaie de le montrer et de le démontrer. Mais on peut faire des arts martiaux en pleine conscience, mais ça a une autre gueule. Donc c'est pas du tout parce que, et à l'époque en plus, je le faisais dans un état de transe hypnotique. Donc c'est pas du tout parce que le corps est impliqué qu'il n'y a pas d'hypnose. Pas du tout. Pas du tout. D'accord, en fait finalement mais l'état non hypnotique c'est finalement celui dont tu as parlé tout à l'heure, c'est l'état où tu te refuses de penser parce que quand tu penses tu réfléchis pas en fait. C'est tout. Est-ce que ça se rapproche de ça en fait? L'état non hypnotique que tu vises à transmettre, c'est cet état de vide en fait, pas de vide de pensée mais de vide, on va dire, de non identification à tes propres pensées. C'est ça? J'ai bien compris ton projet, c'est ça? Quand t'es pleinement présent à toi-même, tu peux penser, mais tu n'es pas dupe de tes pensées. Oui. Tout comme tu peux avoir des sensations ou des émotions, mais tu n'es pas dupe de tes sensations et de tes émotions. Oui, donc savoir, maintenir toujours la distance entre les deux, oui, c'est ça. Ouais, moi j'avais mon travail, parce que j'en avais parlé aujourd'hui dans la vidéo que j'ai faite sur contre l'observateur, on va dire, c'est que en philosophie indienne, il y a exactement ça, c'est ce qu'ils appellent la non-surimposition. Le fait de ne pas se prendre pour, c'est le thème fondamental pour arriver à ne plus se réincarner, à ne plus avoir à revenir, à faire tourner la roue du karma, c'est le fait d'arriver à se désurimposer, d'arrêter de se prendre pour ses émotions, pour ses sentiments, pour ses douleurs, pour ses volontés, pour ses préférences, etc. Voilà. Bon, je ferme ma petite parenthèse de pub pour mon travail. Et pour rebondir sur ton histoire de Gomapa, ce petit moment culturel roumain, il y avait un truc très... Quelle est la recette du bonheur? C'était un grand poète roumain contemporain qui disait ça. C'est du temps de Ceausescu, ça date. Donc la recette du bonheur, c'est très simple. Tu prends ta main, tu la mets sur la table, tu prends un marteau, tu fermes les yeux et tu commences à te taper sur la main. Et à chaque fois que tu vas rater, tu vas être très heureux. Voilà, petit moment roumain. Voilà, petit moment d'humour noir. Donc... Est-ce qu'on essaye de parler un petit peu peut-être de féminisme, anti-féminisme, anti-féminisme et autres biais culturels, biais cognitifs? Le féminismeception qu'on avait... Ouais. Oh la vache. Parce qu'il y a des choses à raconter, je pense. Vas-y, Moss, parce que nous on a beaucoup parlé. Voilà, vas-y, Moss. D'accord, ok. Donc au niveau en gros, ce qu'on avait essayé de prévoir pour l'émission, c'était de parler un petit peu des biais cognitifs que chacun des sous-groupes qui ont une idéologie donnée vont adopter pour continuer dans leur logique en fait, sans jamais se poser de questions. Et donc il y a par exemple chez les féministes, il y a tout un tas de postulats, donc si jamais il y a un problème, c'est que a priori c'est la faute des hommes qui n'ont pas fait ceci ou qui font trop de cela, ou c'est par exemple, un des exemples classiques, c'est les stéréotypes de genre. Quand il y a un souci chez les féministes, c'est toujours la faute aux stéréotypes de genre. Vous pouvez creuser et puis on va finir toujours par revenir aux stéréotypes de genre à un moment donné. La roue tourne et puis ça finit par revenir là-dessus. C'est un peu genre la carte Joker qui permet de résoudre tous les problèmes quelque part. Alors a priori il y a aussi des biais cognitifs chez les anti-féministes qui disent que les féministes ont des biais cognitifs, donc peut-être que certains anti-féministes vont tellement être dans leur approche anti-féministe qu'ils vont essayer qui vont même gommer certaines vérités élémentaires que disent les féministes. Quand une féministe dit que le ciel est bleu, a priori on peut la croire, c'est pas parce qu'elle est féministe que d'un seul coup c'est plus vrai, hein. Donc il y a parfois les féministes peuvent dire des choses vraies aussi.
Et encore plus fort, il y a les anti-féministes. Donc ça, c'est les féministes ou assimilés qui essayent de répondre à des anti-féministes. Et alors là, là on crève le plafond en termes de, de biais cognitifs, je crois. Plusieurs choses. Déjà, tu illustres une technique hypnotique absolument merveilleuse, qui est que à partir du moment où il y a une triple récursivité, l'auditoire part en transe hypnotique. Hein, là, ça me l'a fait. Hein, tu m'as perdu, etc. T'es là, tu fais t'as les féministes, les anti-féministes, les anti-anti-féministes, les anti-anti-anti-féministes. Et là, le cerveau, tu sais, tu as saturé la mémoire de travail. Tu vois, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la machine, elle bug là-dessus. Donc tu m'as officiellement perdu. Mais quand tu dis effectivement juste que le ciel est bleu comme ça, moi j'étais tombé sur une anecdote absolument extraordinaire. D'une féministe assez connue qui s'appelle Luce Irigaray, je sais pas si ça vous dit quelque chose, pas, une américaine, une philosophe, comme ça, qui tient quand même une thèse comme quoi E égale MC2, c'est une équation sexiste. Donc effectivement, on arrive à réintroduire le biais de base qui est que c'est la faute, qui est la narration systémique en fait, mais c'est ce que je disais tout à l'heure avec les locus de contrôle interne, externe. C'est si jamais je choisis de voir le monde comme expliqué uniquement par le constructivisme et par le contexte, c'est un choix. Mais dans ces cas-là, je suis pas en train de réfléchir, je suis en train de faire de l'idéologie. Donc à partir de là, je suis prisonnier dans mon mental. Et c'est tout l'intérêt de la démarche scientifique que d'essayer d'ouvrir ça en disant, attends, on va faire une expérience. On va voir si est-ce qu'on met tout le monde dans le même contexte, est-ce que ça marche encore. Et tant qu'on fait pas ça, on est coincé dans ce que j'appelle sur Hypnomachie du pré-rationnel. En gros et en clair, une forme d'idéologie qui ne tient pas compte de la démarche scientifique. Mais moi, ce que je trouve très amusant chez les féministes en particulier, c'est que y a des tas de féministes qui rejettent une partie de l'argumentaire scientifique en disant qu'il est sexiste. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont construit des barrières de protection qui font que même si tu les attaques avec des faits et avec quelque chose qui est objectivement vérifiable, elles vont quand même refuser ton expérience parce que épistémologiquement, elles ont considéré que finalement, tout ce qui était scientifique, ça avait été pensé par des hommes, donc en fait, que c'était pas vraiment valable. Oui, mais c'est une rhétorique classique qui existait déjà du temps de Marx, où il disait qu'il y avait des scientifiques bourgeois et que comme ça, c'est exactement la même idée, c'est une disqualification a priori. Et dans ce discours, il y a une confusion entre la communauté scientifique, qui elle peut probablement, à raison, être taxée de sexisme. Enfin, je sais même pas ce que ça veut dire sexisme. Enfin, pour moi, c'est une notion, mais bon, bref. Allez, on va dire que je dis oui, ça rend le propos plus simple, et la démarche scientifique, qui en elle-même, par définition, n'a pas de sexe. Il y a un autre point aussi que j'aimerais rapidement aborder avec toi, on a parlé du sexisme là, t'as dit, je ne sais pas ce que c'est que le sexisme. Il semblerait que le gouvernement actuel sache très bien ce que c'est que le sexisme, et il l'a défini comme étant un problème de discrimination des hommes contre les femmes. Et le côté non réciproque possible de la définition nous avait tous interpellés quand ils ont sorti un rapport de 150 pages pour expliquer que le sexisme, en fait, c'était les hommes qui étaient misogynes et qui étaient contre les femmes et je sais pas quoi. Et on s'était dit, ouais, mais ça peut exister dans l'autre sens, non ? Et, ça, pour moi, c'est un peu le biais cognitif ultime, quelque part. Tu redéfinis les choses pour te mettre en accord avec tes postulats de départ, quelque part. T'as postulé des choses, et puis de manière cyclique, tu vas revenir à la fin et tu vas dire avec tout ce que j'ai postulé, ça prouve bien ce que j'avais postulé au départ. Et puis l'effet systémique de cette définition-là, c'est de faire réellement du sexisme envers les hommes, puisque c'est de dire que ce sont les seuls capables de sexisme, finalement. C'est ce qu'on appelle un sophisme de pétition de principe, où on postule la conclusion de la chose. Mais au-delà de ça, il y a un phénomène que je trouve extrêmement orwellien là-dessus, et qui est rarement... Je crois pas avoir déjà vu une féminisme assumer ça dans sa carte du monde. J'ai toujours vu cet argument être passé à la trappe. C'est s'il y a des féministes qui nous écoutent et qui intègrent l'argument que je vais vous présenter dans leur schéma de pensée, ça m'intéresserait de pouvoir discuter avec elles. En gros, avec des féminismes intelligentes et construites, j'en cherche. Voilà, j'aimerais bien faire un podcast, un interview. Si on a une qui m'écoute et qui veut bien se prêter au jeu, je serais ravi. Je serais vraiment ravi, vraiment dans le respect, sans chercher à la voir ou à la quoi. C'est bref. Ça, c'était pour la petite annonce. Non, l'argument, c'est de dire que quel est le problème avec le fait de discriminer ? Je veux dire, vivre, c'est discriminer. À un moment donné, je mange parce que j'ai faim, je discrimine. Je vais me coucher parce que j'ai sommeil, je discrimine. Je choisis de faire un podcast avec vous, je discrimine. Donc c'est à un moment donné, c'est quelle est la légitimité de l'État ou de la société
de venir s'immiscer dans le cerveau des individus pour leur dire ce qu'ils doivent discriminer et ce qu'ils ne doivent pas discriminer. C'est de l'ingérence psychique absolument totale. Ça n'a aucune espèce de légitimité quand on y pense. Aucune. Mais même au niveau de la discrimination, enfin, je veux dire, les femmes sont en charge de tout ce qui est discrimination amoureuse, par exemple. Et elles le font très bien. Oh, comme tu y vas. Me dis pas qu'à un moment donné, s'il y a une petite grosse comme ça avec la moustache jusqu'aux oreilles qui vient, tu vas pas la discriminer aussi. Ah si, allez, quand même, je concède, tu as raison. Les hommes et les femmes discriminent leurs partenaires sexuels, mais je veux dire, il ne peut pas en être autrement, c'est biologique. Tout notre cerveau limbique, le propos même de notre cerveau limbique, c'est de discriminer. C'est-à-dire que c'est vraiment une vision complètement constructivisme comme ça, et c'est une forme d'ingérence psychique de l'État qui veut prendre le contrôle de notre cerveau limbique pour ne nous faire discriminer que ce que eux veulent. Donc c'est une forme d'hypnose de masse à l'état brut, cette histoire de discrimination. Oui, ça serait pas... Moi j'appelais ça le lyrénisme dictatorial. C'est la volonté d'écraser toutes les préférences individuelles justement et on va dire authentiques et de dire qu'effectivement qu'on ne peut orienter nos choix qu'en fonction des dictates médiatiques et des dictates politiques et ça va de pair avec l'histoire avec la phobophobie, c'est pareil, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir peur de ceux dont on vous dit d'avoir peur, mais vous avez pas le droit d'avoir peur des choses dont vous avez vraiment peur. C'est le phénomène orwellien de base, c'est le principe de la novlangue. Le principe de la novlangue, c'est on prend deux termes et on les mélange en un seul terme. Comme ça, on enlève la nuance et on appauvrit le langage. Quand on parle de personnes, je sais pas, grossophobes, transphobes, islamophobes ou je sais pas quoi, phobes, mais ça ne veut pas dire ça, phobe. La phobie, c'est un terme psychologique et psychiatrique qui désigne la peur. Discriminer des gens parce qu'ils sont, j'en sais rien, donc comme j'ai dit quoi, j'ai dit gros, trans, musulmans ou n'importe quoi, ou blanc, ou poilu, ou je m'en fous. Discriminer, ça n'est pas avoir peur. Ça n'est simplement pas la même notion. Et ça, c'est vraiment un procédé hypnotique qui aujourd'hui, qu'on voit dès qu'il y a des progressistes à la télévision, voilà, c'est vraiment une tentative de contrôle du cerveau à l'état brut. C'est malhonnête au niveau des concepts et c'est irrespectueux au niveau de l'émotion. Mais c'est un truc que font beaucoup de féministes quand même, de changer le langage. Enfin, je veux dire, les féministes, et d'ailleurs c'est un petit peu un travail que moi j'essaye de faire, d'éventuellement introduire des concepts ou des termes parfois. Enfin, j'avais lancé certains concepts rigolos, genre la trace, mais il y en a. Enfin. Les féministes ont tendance à toujours essayer d'introduire des nouveaux mots ou des nouvelles expressions parce que ça permet après aux gens d'associer une réalité à quelque chose qu'ils auraient sinon peut-être même pas remarqué en fait. Quand on prend par exemple le mansplaining, le manterrupting, le manspreading, je sais pas qu'est-ce qu'elles nous ont inventé. La charge mentale. La charge mentale, tous ces concepts qui sont créés. Je pense qu'il y a plein de femmes qui n'auraient probablement jamais remarqué qu'elles avaient une charge mentale, parce que c'est un concept un peu fumeux quand même, faut bien l'avouer, et qui, une fois qu'on leur a dit vous avez une charge mentale, ça y est, maintenant elles ont une expression pour penser la chose, et donc elles vont conscientiser quelque chose qu'elles auraient probablement jamais conscientisé. C'est pas conscientisé, c'est juste, on crée une réalité là où il n'y en a pas. C'est le fétichisme des mots, ça aussi, ça fait partie de la. On croit que parce qu'il y a un mot, il y a une réalité. C'est surtout ça. Plus. Non. C'est un non-concept. La charge mentale, c'est un non-concept. C'est un nom en français. En fait, c'est la question où on peut se poser des questions. Parce que quand on parle entre discriminer et être phobique, ce sont deux notions qui ont des contenus sémantiques différents. Discriminer, c'est de dire je n'en veux pas, non merci. La phobie, ça renvoie à de la peur. C'est pas la même chose. Est-ce que tu es veux du tiramisu? Non merci. Ça veut pas dire que j'ai peur du tiramisu. Donc il y a deux. Non, mais c'est au niveau des concepts, ce sont deux concepts distincts. Ok. La charge mentale, ça a un nom en français, ça s'appelle la responsabilité. Donc c'est à un moment donné, moi je veux bien qu'on rajoute des concepts, mais quelle est la valeur ajoutée du concept charge mentale par rapport à la valeur ajoutée au niveau des concepts, pas en termes de création d'une identité victimaire. Ça arrive dans un deuxième temps dans les concepts. Mais et à ce jour, je n'ai jamais vu personne réussir à m'expliquer la différence entre la charge mentale et la responsabilité. Ben oui, t'es responsable des gosses, t'es responsable du ménage, t'es responsable de l'entretien de l'intérieur, que tu sois femme ou homme d'ailleurs. C'est inhérent au partage des tâches, tout simplement. Donc c'est un non-concept à cet endroit-là.
Tout comme le mansplaining ou le mansterrupting, pareil, le mansterrupting, c'est quoi? Bah, c'est de l'irrespect, c'est couper ça s'appelle couper la parole, et c'est pas une question de sexe. Donc c'est là où c'est des non-concepts. Mais pour élargir peut-être sur une sphère un peu plus drôle, sur un ton un peu plus drôle, est-ce qu'on pourrait voir on pourrait voir le féminisme comme un shit test? Qu'est-ce que tu en penses de cette hypothèse? Ah, qu'il y a pas mal de shit, hein, du coup. Pas assez de tests. Non, mais c'est-à-dire que typiquement, le shit test en tant que terme technique des artistes de la drague, ça veut dire que c'est une action plus ou moins théâtralisée qui vise à déclencher une réaction qui est en dehors des informations en fait fournies dans le shit test. En fait, c'est un truc de métasystème. En fait, tu ne passes jamais le shit test si tu prends pour argent comptant ce qu'une nana te dit dans le shit test. En fait, le shit test, il vise à ce que tu gères la situation en fait de l'extérieur. C'est ça le shit test. Moi, la notion de shit test, c'est une notion que j'ai arrêté d'utiliser. Je la trouve assez faible épistémologiquement. Et je préfère la remplacer cette notion. Justement, tiens, typiquement, là, tiens, c'est intéressant parce que là, dans le shit test, pour moi, on est dans une forme d'idéologie masculiniste. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reprendre ce qu'on vient de dire sur le mansplaining, manterrupting, mais dans l'autre camp. Comme ça, voilà, on va essayer d'être un peu équitable. C'est intéressant, le shit test, ça postule que la femme, elle veut voir si t'es une merde. C'est ça un shit test. Elle veut voir ce que t'as dans le froc, elle veut voir si t'es un mec, un vrai mec, etc. Donc ça aussi, ça postule une femme qui est un adversaire. Ou en tout cas qui a défaut d'être... Non, ouais, t'as raison. Il hausse les épaules un peu. Non, c'est peut-être pas un adversaire, mais en tout cas... Ça postule que la femme, elle menace ta virilité, ou en tout cas, elle peut te ranger dans la case des gars qui n'en ont pas ou qui n'en sont pas. Alors que si on fait un petit peu de communication non violente, on entend simplement derrière un shit test, on entend simplement l'expression d'un besoin. C'est simplement une femme qui dit, ben voilà, j'ai besoin d'être rassurée sur le fait qu'à un moment donné, tu peux prendre les choses en main et que je peux lâcher prise sur le rapport avec le réel, par exemple. Et le fait de l'entendre comme ça enlève énormément de pression pour les jeunes hommes, et les plus vieux aussi d'ailleurs, et je trouve ça intéressant de reframer ça, de réinterpréter ça simplement comme l'expression de besoin d'une femme, et souvent d'une jeune femme d'ailleurs qui n'a pas la maturité émotionnelle pour pouvoir exprimer avec clarté ses besoins. Parce que très souvent, les jeunes filles qui font des shit tests comme ça, elles ne savent pas formuler, elles n'ont pas la maturité émotionnelle pour formuler quelque chose qui dirait voilà, là je me sens insécurisé, est-ce que tu penses que tu peux vraiment me sécuriser à cet endroit-là? Parce que derrière, il y aurait la prise de conscience qu'en fait, c'est pas à l'homme de la sécuriser, mais c'est à elle de se sécuriser en tant que femme avec un F majuscule. Mais ce que n'est pas par définition une jeune fille. Ah, d'accord, donc toi tu es plus optimiste que moi quand même, parce que tu crois parce que tu crois qu'il est possible qu'elle formule directement ses besoins émotionnels de façon directe. Eh ben, écoute, oui. Alors, on est d'accord que, si je rentre dans les détails, ça n'est faisable pour des femmes qu'à partir de, mais pour des hommes aussi, en fait. Ça n'est faisable qu'à partir de certains niveaux de réalité, d'une certaine complexité de pensée et de développement du cerveau, qu'effectivement, la femme ou l'homme, d'ailleurs, hein, c'est pas une question de sexe, que la femme ou l'homme de base n'y a pas accès parce que ne comprend rien à sa vie émotionnelle et n'a pas été alphabétisé, n'a pas été éduqué à ses émotions. Mais ça m'est arrivé, je sais pas, il y a quelques mois, je m'étais fait comme ça draguer par une nana que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est une amie depuis, et qui m'avait exprimé comme ça ses émotions avec une clarté, une transparence extrêmement rafraîchissante et que j'avais trouvé très agréable, par exemple. Oui, d'accord, mais ça c'est peut-être des émotions positives, mais les shit tests c'est généralement justement par rapport à des émotions plutôt négatives, c'est-à-dire ce sont des insécurités. Et c'est l'insécurité fondamentale de la femme d'être ou de ne pas être avec la meilleure option possible en fait pour elle. C'est quand même, enfin, la dynamique en tout cas, ce que l'on répète dans la sphère masculine à propos des shit tests, du fonctionnement qui est derrière, qui serait derrière, c'est celui de l'insécurité là pour le coup hypergamique. Est-ce que je suis avec la meilleure option pour moi en ce moment de ma vie en fait. Je suis d'accord, j'ai presque envie de retirer ce que je viens de dire. Non pas que je l'assume pas,
mais c'est que je pense que ça touche statistiquement que des femmes qui sont déjà arrivées à un niveau de maturation qui est tellement rare que je pense que c'est statistiquement non significatif. Que quand tu évolues dans certains milieux dans lesquels il y a ces femmes qui sont des femmes remarquables et des hommes qui sont des hommes remarquables, etc., qui font des choses extraordinaires, effectivement là ça peut avoir du sens. Mais je pense que à un niveau, on va dire standard, effectivement, en fait on repart dans ce qu'on disait tout à l'heure sur les heuristiques, c'est-à-dire que c'est peut-être pas la notion de shit test n'est pas vraie, mais elle est peut-être fonctionnelle et efficace. Tu vois, voilà. Je pense qu'elle est pas efficiente, par contre. Je pense que dans des rapports humains, c'est pas efficient le shit test. Je pense que tant qu'on voit ça comme un shit test, on rencontre pas l'autre au-delà d'un certain point. Et en même temps, ça reste effectivement efficace pour la plupart des jeunes hommes qui vont d'ailleurs probablement, s'ils nous écoutent, s'intéresser plutôt à des jeunes filles ou à des jeunes filles en âge d'être fécondables et qui donc du coup n'ont pas forcément eu le temps de maturer toute une vie émotionnelle. Donc bon, voilà. Donc je sais pas, vous couperez au montage ou vous le laisserez. J'assume ce que j'ai dit, tout comme les hésitations que j'ai là. Mais alors du coup, est-ce que le féminisme est un shit test? Alors si je rentre dans ce cadre si j'accepte ton cadre étroit, hein, c'est ça, hein, espèce de petit taquin, hein, espèce de petit taquin. Ah bah alors, si j'accepte ces prémices-là, alors allons-y, alors oui. Mais bon, on pourrait discuter des prémices. Mais oui, effectivement, probablement. Oui, c'est un truc de ventre à ventre, c'est un truc c'est un test, mais c'est un test comme il y a dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, c'est classique. Le nombre de fois où moi j'ai poussé la porte de mon dojo et j'avais un mec qui arrivait et tu sentais qu'il voulait voir ce que t'avais dans le slop, quoi. Tu sentais, et que tant que tu l'avais pas à moitié séché, il allait pas te respecter. C'est du même ordre. C'est un truc éthologique. Mais là, on n'est pas encore dans des êtres humains qui se comportent comme des êtres humains. On est encore dans des êtres humains qui se comportent comme des animaux. Donc, mais malheureusement, c'est la norme. Bon, ben messieurs, je vous propose de passer à une petite pastille culturelle qui terminera, éventuellement on peut en discuter un petit peu, mais je pense que ça terminera ce podcast. Donc je n'avais pas eu l'occasion dernièrement de présenter des contenus culturels, mais à la demande de certains auditeurs, hélas triste de ne pas recevoir mes suggestions en fin d'émission, je me suis proposé cette semaine pour vous parler d'un livre intriguant et relativement méconnu en France. Ce livre, c'est L'Homme D de Luc Reinhardt, paru en 1971 aux États-Unis. Alors pour vous résumer l'intrigue, il s'agit de l'autobiographie prétendue d'un psychiatre blasé et un poil dépressif qui se prend de passion pour les dés et décide de choisir toutes les actions de sa vie avec des dés. Un livre écrit dans un style plaisant, cultivé et amusant et qui parvient à rendre cette intrigue en apparence simpliste tout à fait captivante. Notre psychiatre, fasciné par le dé, va peu à peu tout perdre, comme le ferait un drogué qui se sacrifierait progressivement et qui sacrifierait les dernières parcelles de lui-même à son addiction. Au premier degré, le livre de Reinhardt passe pour subversif et amoral. Il vous propose de vous débarrasser de toute forme de biais et de morale dans votre vie pour vous en remettre exclusivement au hasard. Vous savez cependant comme moi que l'étiquette amorale cache bien souvent des êtres immoraux et l'homme D en sera en fait l'incarnation. Ainsi, Luc Reinhardt détruit tout ce qui peut avoir de l'importance, Dieu, la morale, la science, la relation aux autres, la psychanalyse en particulier. Bref, il démultiplie sa personnalité, il la morcelle, il la fragmente à chaque tirage du dé et il se détruit progressivement. Son œuvre, par moments pornographique, illustre parfaitement la perversion et la débauche d'un être immoral, et pire, il cherche à convertir les autres à ses propres vices, il cherche à répandre par le biais de son autorité de psychiatre le virus en apparence inguérissable du dé. Au second degré pourtant, l'homme dé est encore plus subversif qu'au premier degré. En creux, on y lit une critique d'une société qui part à la dérive et d'individus perdus dans un monde sans but. L'homme D ne vous le dira pas explicitement et en toutes lettres, mais l'autodestruction minutieuse du personnage de Reinhardt parle d'elle-même. Des êtres sans morale, laissés à l'abandon dans un nihilisme vide et dont le seul but est de transmettre à d'autres leurs propres vices, courent à leur perte. Ils sont voués à se déliter, à s'autodétruire, à se nécroser progressivement. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, dans un siècle où la religion est souvent considérée comme complètement obsolète, il semble en notre temps n'y avoir rien de plus subversif que d'affirmer sa nécessité, ou au moins d'affirmer la nécessité d'avoir un but dans la vie, même lorsque c'est fait en creux. Avant toute chose, le dé est une allégorie de l'idée qu'il représente. Le dé dans ce livre est une idée contagieuse qui se propage et que rien n'arrête.
Une idée qui semble inoffensive au premier abord. Qu'est-ce que cela coûte de faire rouler un dé? Presque rien. Le dé pourrait être ainsi une représentation de la drogue. Combien de cocaïnomanes n'ont pas commencé en se disant qu'ils pouvaient s'arrêter à tout moment? Encore que selon moi, il faudrait essentialiser la chose. Le dé représente toute forme de liberté facile, tout concept, toute chose qui prétend vous offrir une solution simple et ouvrir des possibles alors qu'en fait, elle les referme. Il y a des libertés trompeuses et des succès faciles qui ne mènent qu'au chaos et au désastre, et le dé en fait partie. Et au vu du contexte de l'écriture, l'homme dé pourrait bien être une dénonciation avant l'heure de la libération sexuelle par exemple, et des dérives qu'elle pourrait engendrer. Je vous rappelle que le livre a été écrit en 1971, donc tout à fait dans la même période. Il y a un dernier point intéressant dans ce livre, et peut-être que Bhaskar, du coup, tu auras quelque chose à en dire, c'est qu'il y a une critique de la psychanalyse. De l'extérieur et pour le commun, la psychanalyse semble être une forme de science indiscutable, et pourtant, de l'intérieur, vu du point de vue de Luc Reinhardt, qui est lui-même censé être psychiatre, on a l'impression qu'une guéguerre permanente entre plusieurs sous-groupes qui se partagent un gâteau fait rage, et qu'il est difficile d'aider son prochain par le biais de la psychologie et de la psychanalyse. Alors, est-ce que tu as une opinion sur le sujet ou... Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une guéguerre entre plusieurs groupes dans la psychanalyse déjà? Commençons par là. Moi, je suis pas psychanalyste, hein. Je suis pas psychanalyste. J'ai même été pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu anti-freudien primaire jusqu'à ce que j'apprenne à me donner les moyens de changer d'avis. Parce que j'aime pas être anti quelque chose primaire. C'est compliqué la psychanalyse en France. C'est presque un pléonasme la psychanalyse en France, parce que partout ailleurs elle est complètement finie. Enfin, je veux dire, c'est... Oh, il y a encore l'Argentine, je crois. Ouais. L'Argentine. Ouais. Mais en plus, là, en ce moment, elle se... Tiens, bah alors, tu sais quoi, je profite que tu me poses la question pour raconter quand même que au mois de janvier, comme ça, j'étais allé voir un film qui s'appelle Le phallus et le néant, d'une certaine Sophie Robert, qui est une nana qui avait pas mal fait parler d'elle, notamment dans les cercles zététiciens, parce qu'elle avait fait toute une série de films qui démontaient la psychanalyse. Mais quand je dis qui démontait la psychanalyse, c'est qu'elle tirait à boulet rouge, quoi. C'était pas, elle faisait pas dans la finesse et dans la dentelle. C'est vraiment le film de base anti-psychanalyse, sans recul, quoi. Vous voyez, et je le dis avec d'autant plus de facilité que moi-même j'ai été très longtemps anti-psychanalyse primaire et que je suis pas, enfin encore aujourd'hui, pas spécialement. Voilà, mais c'est toujours pareil, même une horloge arrêtée a raison 2 fois par jour, et il y a quand même des choses intéressantes dans la psychanalyse aussi, comme partout. Et du coup, je me suis fait striker ma vidéo, en fait. Ouais, parce que elle défonçait tellement les psychanalystes que moi j'avais fait une vidéo en disant genre Sophie, calme-toi, t'as trouvé un nouveau bouc émissaire, c'est bien, mais tu pourrais faire une critique un peu plus fine de la psychanalyse, Dieu sait que c'est facile à faire. Et voilà, je m'étais fait copieusement striker par Sophie Robert et par son équipe, donc voilà, je profite que tu me poses la question pour le dire tout simplement, voilà. Je n'avais pas trouvé ça élégant, notamment parce que j'avais essayé énormément de prises de contact avec son agent, voilà, histoire de trouver une solution constructive, et que ça avait vraiment été fait de façon bête, méchante et sans aucun dialogue. Voilà. Alors que j'étais très ouvert et que je le suis toujours d'ailleurs. Moi, j'ai une position assez nuancée sur la psychanalyse, parce que d'ailleurs, je viens de faire ce matin une vidéo où j'ai remis un petit peu à sa place l'observateur sur cette question-là, parce que en fait, ce qui a été intéressant quand j'ai fait mon travail de maîtrise sur la philosophie indienne et la psychanalyse reichienne, parce que c'est quand même ça, le Wilhelm Reich et le Tantra Yoga, bon, ça résume le titre, mais en fait, c'est de trouver que le complexe d'Édipe, il existe en Inde, en fait. Ça s'appelle pas le complexe d'Édipe, mais en fait, c'est je vous renvoie à ma vidéo, mais ce n'est pas une trouvaille de Freud, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que en tout cas, cet aspect-là le complexe d'Oedipe, qui est quand même le grand truc. Bon, après, il y a l'inconscient, etc. Mais le grand truc de Freud, le complexe d'Oedipe, il est à la base même de la vision de la transmigration, en fait, de la réincarnation. Parce qu'en fait, je le dis dans ma vidéo, c'est qu'il y a des textes classiques du bouddhisme qui racontent que, en fait, l'âme, quand elle transmigre, donc entre deux incarnations,
elle va en fait s'incarner en visionnant une sorte de ce qu'on appelle en psychanalyse une scène primitive en fait. Mais la scène primitive, elle est avant la naissance en fait d'un point de vue bouddhiste. C'est-à-dire que et c'est en fonction de tes préférences, tu vas t'incarner quelque part, mais parce que tu vas t'identifier à tel mâle en train de baiser telle femelle en fait. Mais c'est une scène primitive qui est prénatale et il y a un Oedipe qu'il faut résoudre d'un point de vue en fait bouddhiste. Donc c'est bon voilà, juste pour faire mon petit laïus là-dessus. Mais donc à mon avis, la psychanalyse garde toujours son intérêt. En tout cas en tant qu'outil un outil partiel d'exploration, d'auto-exploration de son psychisme. Et bien sûr, ça reste. Après, il y a eu plein de dérives. Il y a eu plein de dérives, comme dans n'importe quelle, à mon avis, n'importe quelle doctrine qui devient très populaire. Je pense que. Mais bon, moi je trouve qu'elle a fourni des instruments intéressants d'analyse qu'on peut toujours utiliser pour mettre en évidence certaines réalités psychiques. Sur le lien comme ça entre les philosophies qui se basent sur la réincarnation, tu vois, et le travail d'hypnomachie et d'hypnose, tu as des gens comme ça qui interprètent ça, on va dire, au deuxième niveau, en disant qu'en fait, quand tout à l'heure je disais je me garde bien de penser quoi que ce soit, parce qu'à ce moment-là c'est fini, en fait, qui est que quelque part, t'identifier à quelque chose, t'identifier à une idéologie, que ce soit le féminisme ou n'importe laquelle, c'est s'incarner. C'est devenir quelque chose et que justement se libérer du samsara, c'est être dans cet état-là dans lequel il n'y a qu'un présent éternel, etc. Et où dans ces cas-là, tu mets fin à la route de la réincarnation, etc. C'est une autre acception de la théorie classique de la réincarnation, on va dire. Non, c'est pas notre acception, c'est vraiment là, c'est vraiment une des sorties hein, du samsara. C'est exactement celle-ci. Hein, parce qu'à partir du moment où tu te prends tu t'identifies, ça commence par l'identification à une pensée, à une croyance, et ensuite, il y a plein de conséquences, en fait. C'est que tu t'incarnes, au bout du truc, effectivement, tu t'incarnes parce que c'est bon, même, dire d'une façon très prosaïque, il y en a qui vont se battre pour leurs idées, ils vont mourir pour leurs idées, mais ça a commencé par une identification à une pensée. Ce que les psys appellent l'erreur fondamentale d'attribution. Ouais, c'est ça. On prend ce qui n'est pas soi pour soi. Ouais. Eh bien, merci messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là. On va rajouter dans la description les liens vers la chaîne Hypnomachie. On va mettre le lien vers ta page Facebook. Radou, je sais pas, toi tu veux faire un live mardi prochain ou vendredi ou... Oui, il y aura beaucoup plus de choses maintenant. Je suis passé au mode accéléré de production de contenu. Donc là, oui, on garde le live du mardi toujours, et puis au moins une nouvelle vidéo à 20h. Donc, si tu veux qu'on fasse un ensemble, ce serait avec plaisir aussi. Eh ben, je serais ravi, tiens, je serais ravi. Alors, parce que je dis ça, moi j'étais très intéressé, ça m'aurait fait plaisir de voir ton live, malheureusement, le mardi à 20h, je ne peux jamais. Ah, mais on peut le faire un autre jour de la semaine, si tu le souhaites. Ah bah, génial. Ah, tu me flattes. Bon. Non, ça serait super. Mais on se suce tranquille, t'as fini, oui? Qu'est-ce que tu viens et de mon côté, je sais pas encore, je vais probablement me lancer dans une série de 3 vidéos sur la chaîne, parce que on m'a demandé une note de lecture sur Otto Weininger, ça m'intéresse beaucoup, je pense que c'est important d'en faire une, parce que c'est vrai que c'est un peu le sujet casse-gueule par excellence, mais en même temps ça mérite qu'on s'y attarde parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y réfèrent. Donc je vais probablement faire une triplette. Donc j'ai prévu de faire une vidéo sur le lien nature-culture, parce que nature de la femme, pour moi, c'est un petit peu un terme flou et j'aimerais bien qu'on sorte des préjugés là-dessus. J'ai prévu d'en faire une sur la notion de H absolu et de F absolu. Autrement dit, l'homme absolu et la femme absolue. Alors là, pour le coup, celle-là, je la réfute complètement, la notion de homme absolu et de femme absolue. C'est quoi, c'est Stéphane Edouard qui sort ça, là? Je sais pas, HF, c'est quoi ça? Ah bah, tu l'as aussi chez Otto Weininger, mais c'est utilisé aussi par Stéphane Edouard, donc il va y avoir une double PLS, hein. Ça va à taper sur les deux, en fait. Et j'ai prévu de parler, du coup, de sexe et caractère.
Mais j'ai envie de faire les 2 notes avant pour pouvoir vraiment dérouler sur la partie de notes de lecture et pas passer 4 heures à expliquer pourquoi je pense qu'il y a des problèmes ici et là, quoi. Et voilà, donc ça, ce sera mon travail. Beau chantier. chantier. Ouais, gros chantier, là, oui. J'avoue que je me suis pas... je pense que j'en ai pour un certain temps. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci Bhaskar d'être venu avec nous. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. On n'a pas encore choisi l'invité, mais on va trouver ça. Ne vous en faites pas. À bientôt.